Je m'appelle Jérôme Libeskind et je suis ravi d'être là ce soir avec vous pour animer ces échanges. Le thème de la soirée, il est inscrit derrière moi. Comment attirer et fidéliser les millénials grâce à des solutions de formation innovantes. Et c'est pas à vous que je vais le dire. L'attraction, la fidélisation des jeunes au sens large est un des grands enjeux de l'entreprise et particulièrement dans vos secteurs. Alors, pour décliner ce thème, plusieurs temps ce soir. Dans quelques instants, Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, viendra vous présenter les résultats d'une étude qui s'appelle la Gen Z, le travail et l'entreprise, des engagements ou mythes. Et puis ensuite, nous aurons une table ronde avec trois intervenants, Anaïs Preto, Cécile Azan et Benoît Serre, pour approfondir la question. Mais en attendant, je vais demander à Brice et à Laurent Giovacchini, le président du Syntec, de bien vouloir me rejoindre. Et Monsieur le Président, je vais vous laisser la parole pour introduire la soirée. Merci beaucoup Jérôme. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir rue Joubert, au siège non seulement de la Fédération Syntec, mais aussi de quatre de ses composantes, dont je salue les présidents qui nous ont rejoints, Christopher, David et quelques autres qui vont nous rejoindre aussi. Donc c'est aussi le siège de Numéum, de Syntec Ingénierie, de Syntec Conseil et des acteurs de la compétence. Nos amis du NIMEV, l'événementiel, sont encore dans le 14e, mais je ne doute pas qu'ils nous rejoignent bientôt. On a la chance de disposer d'un magnifique plateau ici qui nous permet de travailler tous ensemble dans cette fédération qui incarne les métiers de service à forte valeur ajoutée, et qui représente des entreprises qui comptent plus d'1,4 million salariés. Une branche très dynamique. Quand je suis arrivé à la présidence de la fédération il y a 7 ans maintenant, nous étions moins d'1 million, on est 1,4 million. Et donc on a réussi à recruter finalement, y compris des millénials dans notre branche. Ce soir, nous inaugurons donc une nouvelle formule de conférence à la Fédération Syntec, une conférence du soir sur des thèmes d'intérêt commun à nos différents métiers. Et évidemment, celui de la formation en est un au premier chef. C'est pas un secret, la génération des millennials en particulier, c'est-à-dire les personnes nées dans les années 90, c'est bien ça le terme. Cette génération a lancé une profonde transformation du rapport au travail qui s'accentue à mesure que les nouvelles générations, alors les Z, les alpha, on reprend l'alphabet, c'est ça, alpha, bêta, ça. Je ne ferai pas de comparaison avec d'autres dénominations. À mesure que donc, ces nouvelles générations découvrent à leur tour le monde professionnel, les aspirations de ces jeunes évoluent avec une volonté de donner, sans doute, on le verra, Brice, si tu confirmes ça, davantage de sens et d'impact à leur mission, de donner la priorité aux entreprises qui investissent dans leur développement et à des parcours où l'apprentissage est continu, accessible, stimulant. Et je le répète souvent, dans un contexte où 85% des métiers qui seront les métiers de 2030 et au-delà n'existent pas encore, ou en tout cas vont évoluer profondément. C'est France Travail qui le dit, donc il faut le croire. En partie. Assurer la formation continue de ces salariés n'est pas un luxe ou une option. Pour les entreprises que nous sommes et que nous représentons, c'est une nécessité stratégique. Donc pour nos entreprises adhérentes, pour les entreprises adhérentes à nos 5 syndicats professionnels, attirer, fidéliser les jeunes talents est un défi de première importance. Ces générations sont peut-être, on va le voir, plus exigeantes, mais elles nous donnent aussi une formidable opportunité, celle de repenser en profondeur nos politiques RH et notre rapport à la montée en compétences. 49% des actifs souhaitent se former dans les 12 mois à venir, selon le baromètre de la formation et de l'emploi réalisé par un institut concurrent de celui de Brice, mais néanmoins ami. Mais néanmoins ami, qui est l'Institut CSA. Et ce chiffre grimpe encore chez les plus jeunes. Offrir des formations utiles, adaptées, ludiques et accessibles est devenu un facteur clé de fidélisation. Ces talents attendent de nous que nous soyons audacieux, innovants, engagés. Alors, on essaye de l'être, bien sûr, dans chacune de nos entreprises, mais on essaye aussi de l'être au niveau de la branche,
d'être proactif. Et on a lancé une initiative tout récemment, qui est une plateforme qui s'appelle Savoir d'Avenir. Donc j'en profite pour en faire la promotion ce soir. Une plateforme d'auto-formation et de micro-learning, baptisée Savoir d'Avenir, donc, qui est accessible depuis une quinzaine de jours seulement, et qui est une réponse qui se veut ambitieuse à la diversité des attentes, ludique, personnalisable. Elle permet d'acquérir des connaissances, des compétences stratégiques pour les entreprises de nos secteurs. Grâce à l'IA, les parcours proposés s'adaptent aux envies, au niveau, à la progression des utilisateurs. Ce n'est pas seulement une bibliothèque de contenu, c'est un véritable compagnon d'apprentissage. En tout cas, ça se veut un compagnon d'apprentissage engageant et évolutif. Nous avons dans notre branche les acteurs de la compétence. Je ne doute pas qu'ils nous aient aidés à mettre en place cette plateforme et cet outil. Ça aurait été dommage de s'en priver. C'est donc un outil au service de la stratégie compétences de l'entreprise qui permet de cartographier, de reconnaître, de valoriser les savoirs acquis, y compris dans des formats moins formels, mais tout aussi engageants, des vidéos, des podcasts, des articles, des quiz, etc. Voilà, donc nous faisons avec cette plateforme le pari de l'intelligence collective, de l'autonomie des salariés et d'une formation accessible à toutes et tous. Nous faisons aussi le choix de la confiance en leur donnant les moyens de se former. Nous envoyons un message à nos jeunes talents. C'est pour cela que nous pensons que la Fédération Syntec doit agir. C'est comme ça qu'elle doit agir, anticiper, innover. Pour bien former, il faut bien comprendre ce que veulent... Installe-toi Marie-Vonne, entre, nous commençons à peine. Comprendre ce que veulent les jeunes, ce qui les motive, ce qui les interroge, comprendre comment évolue en profondeur leur rapport au travail. C'est précisément ce que nous allons explorer maintenant avec Brice Teinturier, que je ne présente pas, que vous avez présenté tout à l'heure, mais que tout le monde connaît, dont les analyses vont nous permettre de mettre en perspective ces mutations générationnelles. Merci à toutes et à tous pour votre présence et place à l'éclairage qui sera, je n'en doute pas, passionnant de notre invité. Merci beaucoup. Et juste avant votre intervention, Brice, je tiens à vous dire que vous pourrez lui poser des questions à l'issue de la présentation. Donc voilà, ce sera également totalement interactif. À vous, Brice. Merci. Bon, d'abord, je précise, pour ne pas avoir d'ennui ensuite en interne, que je suis directeur général délégué d'Ipsos. Je crois que je l'ai dit. Non vous m'avez mais je vous ai promu. Mais il ne faut pas râler alors. J'avais écrit délégué pourtant. Voilà. Trêve de plaisanterie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu'il y a 4 écueils qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle des jeunes. Le premier, ça serait de s'imaginer qu'ils sont radicalement différents de tout ce qu'on a connu. Il y a 2500 ans, dans la République de Platon, vous avez un texte magnifique qui déplore que les jeunes n'obéissent plus, ne respectent plus les anciens, etc. etc. Le deuxième écueil, ça serait l'écueil inverse. Ça serait de se dire, rien ne change, alors que si, on va le voir, il y a quand même des changements. Donc il faut naviguer entre ces deux écueils-là. Le troisième, c'est de prendre, je crois, des effets d'âge pour des effets de génération. Là, on parle de génération. C'est pas si évident que cela. On ne sait pas, il est trop tôt, si cette génération, cette Gen Z, quand elle va évoluer dans le cycle de vie, si elle va retrouver finalement des modèles un peu plus conformes aux modèles d'avant, ou si on est, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on avait un effet d'âge, tout simplement, ou de cycle de vie, ou si on est dans un effet de génération qui va forger une relation au travail, une relation d'entreprise qui perdurera ensuite en fonction de l'avancée dans la vie. Et puis le dernier écueil, je le rappelle toujours, c'est d'homogénéiser à outrance une classe d'âge. La jeunesse, elle est plurielle. Donc bien sûr que les enquêtes, et c'est leur mérite, permettent de dégager des dynamiques, des tendances, et vivre la statistique. Mais il faut quand même toujours avoir à l'esprit qu'il y a aussi beaucoup plus de nuances et d'hétérogénéité qu'on ne le pense. Alors ce que je vais vous présenter là provient d'une enquête qui a, à mon avis, un gros intérêt. C'est une enquête miroir où on a interrogé à la fois les chefs d'entreprise et ces fameux jeunes de la Gen Z. Vous allez voir que c'est pas triste, hein, sur certains regards croisés, il y a des choses assez amusantes. Sa limite, malgré tout, c'est qu'elle commence un petit peu à dater. Donc, il va falloir la renouveler. Hein. Il faut faire des études régulièrement. C'est très important pour les instituts et pour le savoir. Mais le contexte a changé quand même. Là, on était, je le dis d'emblée, dans un contexte extrêmement favorable à l'emploi des jeunes. Et il y a certains indicateurs qui, à mon avis, ont pu un peu bouger depuis. On a réalisé donc cette étude il y a maintenant quasiment un an, en avril et en mai 2024. Alors, je vais d'abord commencer par les chefs d'entreprise.
et le regard qu'ils portent sur cette génération. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous disent très clairement qu'ils ont des difficultés à comprendre la Gen Z. Et quand vous leur demandez, est-ce que, donc on leur précisait, hein, des jeunes de moins de 30 ans, est-ce qu'en pensant à cette génération, vous le voyez ici, vous avez le sentiment qu'elle est vraiment différente de la génération d'avant? Eh bien, massivement, on nous dit que oui, 86%, qu'il est difficile d'identifier ses aspirations professionnelles, 70% de chefs d'entreprise qui nous le disent, et puis 1 sur 2, qu'il est difficile de faire évoluer cette jeunesse dans le monde de l'entreprise. Quand même assez rare d'avoir des responsables qui nous disent « je ne comprends pas », parce que c'est quand même ce qu'ils nous disent là, « je ne comprends pas cette jeunesse, je ne comprends pas ses aspirations, et j'ai du mal à la faire évoluer dans l'entreprise ». Donc ça, c'est le premier point. Quand on leur demande s'ils sont, par rapport à leurs aînés, ces jeunes, plus à l'aise avec les outils digitaux et l'intelligence artificielle, alors là, massivement, oui, les chefs d'entreprise nous disent évidemment à 90% qu'ils sont bien plus à l'aise. Mais en revanche, ils ajoutent aussi massivement, 72%, qu'ils sont beaucoup plus attentifs à leur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. On verra que c'est vrai quand on va mesurer ce que les jeunes nous disent eux-mêmes sur cette question, mais que ça ne signifie pas pour autant qu'ils ne voudraient pas travailler. Et il y a un malentendu que je commence un petit peu à lever là entre les chefs d'entreprise et les jeunes, et c'est un des intérêts, je crois, de cette enquête, que de bien pointer ce malentendu. Est-ce que les chefs d'entreprise perçoivent maintenant aussi ces jeunes comme plus innovants, plus ambitieux, plus efficaces ou moins? Ben, vous voyez que très vite, on est quand même dans le ni plus ni moins, voire le moins, et surtout plus fidèles à l'entreprise. 72% des chefs d'entreprise nous disent non, ils sont beaucoup plus infidèles que les générations précédentes à l'entreprise. Et ils n'ont pas tort. Là aussi, on le verra à travers ce que demande cette jeunesse. Il y a une fidélité qui est sous condition et pas absolue comme ça pouvait être davantage le cas dans le passé. Notez également que 1 sur 2 nous dit qu'elle est moins respectueuse de la hiérarchie et de l'autorité. Vieux thème, pas forcément exact, mais en tous les cas important de se dire que les chefs d'entreprise, en termes de perception, ont ce sentiment. Alors toujours auprès de ces chefs d'entreprise, est-ce qu'ils ont le sentiment que cette jeunesse est davantage prête ou pas à faire un certain nombre de choses? Là, vous voyez tout de suite que la réponse non est quand même très majoritaire, voire massive. Être sollicité par téléphone ou mail en dehors de leurs horaires de travail, 60% des chefs d'entreprise nous disent non, ils ne sont pas prêts à le faire. Assumer des responsabilités qui ne font pas partie de leur poste, 62%. On verra ce que nous disent les jeunes, hein, puisqu'on a reposé ces mêmes questions aux jeunes. Plus d'un sur 2 réaliser des tâches qui ne sont pas dans leur fiche de poste, parfois. Et puis massivement, quand même, 77% des chefs d'entreprise qui sont persuadés que cette génération ne veut pas travailler plus en cas de pic d'activité sans contrepartie financière et qu'elle ne veut pas non plus faire parfois des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Donc, encore une fois, on verra tout à l'heure ce que les jeunes eux-mêmes nous disent, mais ça forge une perception de ces chefs d'entreprise qui ont manifestement du mal ou des jugements vis-à-vis de cette jeunesse qui sont des jugements plutôt négatifs sur le rapport qu'elle pourrait avoir à l'entreprise. Alors, est-ce que ces chefs d'entreprise rencontrent des difficultés pour proposer des rémunérations jugées attractives? Oui, à 58%, concèdent les chefs d'entreprise. Donc, ils ont quand même un peu de mal pour faire venir et sans doute fidéliser aussi ces jeunes, pour les recruter, pour garantir des perspectives d'évolution, pour fidéliser les jeunes. Vous voyez qu'on est à un chef d'entreprise sur 2 qui nous dit « oui, on rencontre des difficultés ». Donc ils sont partagés, ce qui finalement est assez cohérent avec la réalité du marché du travail et à minima celle qu'on avait en 2024. Alors est-ce que l'arrivée de ces nouvelles générations dans les entreprises contribue ou pas à améliorer ou à dégrader l'organisation du travail? Vous voyez que là aussi, ils sont quand même très partagés. 40% nous disent que c'est quand même plutôt quelque chose qui permet d'améliorer l'organisation du travail. Vous avez un tiers qui pense l'inverse, qui nous disent que cette génération dégrade l'organisation du travail. C'est quand même pas rien de se dire ces nouveaux entrants dans nos organisations mettent le bazar, contribuent à dégrader l'organisation. Et puis, on en a quand même un tout petit tiers, 28%, qui nous disent qu'elle ne change rien. Alors maintenant qu'on a vu ce portrait un peu, je ne sais pas quel terme utiliser, sévère ou en tous les cas
tranchée, on va le dire comme ça, des chefs d'entreprise sur cette génération. Quelles sont les aspirations de cette Gen Z quand on les interroge eux-mêmes? Il y a bien des points où, en réalité, ils ne diffèrent pas sensiblement des autres générations. On le voit là et on le voit aussi dans les baromètres qu'on peut avoir sur la longue durée. D'abord, premier élément, qu'est-ce qui est important pour ces jeunes concernant le travail et la vie professionnelle? Avoir un travail que l'on apprécie est une condition essentielle pour être heureux. Vous voyez qu'on est à 91%. Donc l'idée que la jeunesse de ce pays ne voudrait plus travailler ou qu'elle considérerait le travail comme quelque chose de tout à fait secondaire, relatif, et que la vie et le bonheur seraient ailleurs, est une idée fausse. En tous les cas, à minima, quand on interroge les jeunes eux-mêmes sur l'importance qu'aurait le travail dans leur propre définition du bonheur. Est-ce que réussir leur vie professionnelle est un objectif essentiel pour eux? Là aussi, 85% nous disent « mais oui, c'est essentiel », et 47% c'est tout à fait essentiel. Donc une jeunesse qui n'aurait plus d'ambition professionnelle, encore une fois parce que la vie serait ailleurs, c'est pas ce que nous disent ces jeunes. On peut considérer qu'ensuite ils ne mettent pas forcément tous les moyens pour aller vers ces objectifs. Mais à minima, on ne peut pas dire qu'ils ne voudraient plus travailler ou qu'ils n'auraient plus d'ambition professionnelle. Est-ce qu'ils ont le goût du travail? Eux nous disent en tous les cas à 84% oui, qu'ils ont le goût du travail. Et est-ce que dans leur situation, ils seraient prêts à trouver, à garder un emploi, même s'ils ne s'y épanouissent pas? 60% nous disent que oui. Donc il y a quand même quelque chose qui reste très puissamment organisé entre ces jeunes et le travail. Tous les baromètres qu'on a dans le temps, et on en a, on a une business unit à Ipsos qui ne travaille que sur l'engagement des collaborateurs. Et j'interrogeais encore Antoine Solon sur ces éléments. Il me dit, mais l'engagement des salariés a progressé dans le temps. Il a même rattrapé celui des Allemands. Et il n'y a pas de décrochage de l'engagement des jeunes collaborateurs par rapport à ce qu'on pouvait observer il y a 10 ou il y a 15 ans. Donc c'est quand même important parce qu'il y a une doxa ambiante qui dit le contraire, qui donne les sentiments. Il faut la prendre aussi au sérieux. Si les chefs d'entreprise ont cette perception, elle ne vient pas non plus de rien. C'est parce que je veux dire, il y a des choses qui évidemment permettent de l'objectiver. Mais vous voyez quand même le malentendu et l'intérêt de revenir à la source, donc auprès des jeunes eux-mêmes, pour explorer leur rapport au travail. Qu'est-ce qui leur apparaît comme le plus important à ces mêmes jeunes pour réussir dans la vie professionnelle? Et puis en numéro 1, quand même, avoir le goût du travail. Et c'est assez nettement devant les autres raisons, même si l'idée que les relations, le réseau sont extrêmement importantes, c'est une idée puissamment enracinée dans le pays, du coup qui va à l'encontre du mérite. Mais il y a ce fort sentiment qu'en France, ce n'est pas uniquement par son travail et son mérite qu'on arrive à s'en sortir, c'est aussi quand on a un réseau et des relations. Bon, puis après, il faut être courageux, il faut avoir des diplômes ou être créatif, et c'est plus secondaire. En tous les cas, la place du travail, ici, est à nouveau confirmée. Deuxième point, est-ce que cette génération, par rapport à l'entreprise, donc pas par rapport au travail, mais par rapport à l'entreprise, est toujours investie ou au contraire désinvestie? D'abord, quand on leur demande où souhaiteriez-vous travailler, et contrairement aussi à une idée reçue, la fonction publique, je vais directement à l'essentiel, vous voyez qu'on est à 59%, et que l'idée que les jeunes ne voudraient pas travailler, voudraient être dans un cadre sécurisé, si la fonction publique est un cadre sécurisé, on peut se poser la question compte tenu de ce qui s'y passe, est une idée en tous les cas fausse. Ils veulent bosser en entreprise, plutôt dans une entreprise de taille moyenne ou une petite entreprise, ou une très grande entreprise, 64%, c'est un peu plus en retrait que les petites ou moyennes entreprises. Small is beautiful dans notre pays. Autre référence, 82% de confiance des Français à l'égard des PME, 48% à l'égard des grandes entreprises. Donc ce qu'on a là est assez normal et même plus atténué chez les jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont plus confiance dans les grandes entreprises. Les startups, ça attire, mais ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. J'entends parfois ça, que les jeunes voudraient travailler dans les startups, non. 60% pourquoi pas, mais 80% dans une entreprise de taille moyenne. Donc on remet un peu les pendules à l'heure. Le rapport à l'entreprise, il reste quand même un rapport toujours important. Et là, contrairement à ce que pensent les chefs d'entreprise, ces jeunes, ils sont intéressés par des postes à responsabilité. Est-ce qu'ils sont prêts à réaliser parfois des tâches qui ne sont pas dans leur fiche de poste? Eh bien, ils nous disent oui à 73%. Vous
vous vous souvenez que les chefs d'entreprise nous disaient l'inverse. Ils ne sont pas prêts à faire ça. Ces mêmes jeunes nous disent oui, je suis prêt à assumer des responsabilités qui ne font pas partie de mon poste. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, ils le font toujours. Il faut bien sûr différencier les perceptions, le déclaratif de ce qui peut se produire et s'observer dans le réel. Mais à minima, il n'y a pas de renoncement, il n'y a pas de désengagement, ni à l'égard du travail, ni à l'égard de l'ambition dans l'entreprise et de l'entreprise. Et puis, ça c'est un petit peu plus compliqué, est-ce qu'ils estiment que les entreprises emploient les jeunes salariés au bon niveau de compétence, au-dessus ou en dessous du niveau de compétence? Là, vous voyez quand même qu'ils sont très partagés. Et qu'il y a le sentiment qui n'est pas négligeable, je trouve, 38% qui nous disent les entreprises nous utilisent à un niveau de compétence en dessous de ce que nous pourrions prétendre. Et parmi les dirigeants, il y a un jugement qui est évidemment un peu différent. Eux, à 47%, nous disent on les utilise au bon niveau de compétence. Mais malgré tout, le 32% est aussi intéressant. Les chefs d'entreprise savent que parfois, ils les recrutent et ensuite ne les utilisent pas au niveau qui pourrait être le leur. Alors maintenant qu'on a posé ça, qui sépare presque caricaturalement ce que disent les chefs d'entreprise de la jeunesse et ce que la jeunesse dit elle-même, il y a quand même un certain nombre de points où on va mieux comprendre pourquoi les chefs d'entreprise nous disent ce qu'ils nous ont dit. D'abord, cette génération, ça c'est incontestable, elle exprime des attentes extrêmement fortes et elle a très confiance dans son avenir. Ça nourrit chez elle un très fort sentiment de liberté et un besoin de liberté. Et c'est là où le contexte qui était très favorable en 2024 peut jouer aussi. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, à mon avis, reste vrai, structurellement, compte tenu des niveaux, mais peut-être un petit peu moins en termes d'intensité. Bon, d'abord, est-ce qu'ils sont confiants ou pas confiants en ce qui concerne leur insertion professionnelle dans le monde du travail? Moi, je viens d'une génération où je suis arrivé sur le marché du travail à la fin des années 80. Chômage de masse, on voit quand même le contraste saisissant. 79% nous disent « je suis confiant ». Évidemment que ça leur donne des ailes, et évidemment que ça joue aussi sur leurs revendications. Ils savent que le rapport de force, entre guillemets, est quand même pas mal en leur faveur. En tous les cas, ils sont confiants. Je vais passer un peu plus vite. Est-ce que maintenant, ils sont, fameuse question, attachés et dans quelle proportion à cet équilibre vie professionnelle, vie privée, et quelle est la part de la rémunération dans leurs aspirations? Donc là, vous voyez, on a toute une batterie d'items assez détaillés. On leur demande, est-ce que chacun de ces critères est un critère important à vos yeux pour rejoindre une entreprise et y travailler? Incontestablement, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle est un critère aujourd'hui, et ça a bougé par rapport à ce qu'on avait auparavant, qui est très fortement mis en avant, 80%. C'est ce que ressentent justement les chefs d'entreprise. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'ils sont désinvestis, mais ça veut dire qu'on a là une donnée clé, et si l'entreprise ne la prend pas en compte, il est certain qu'il y a un hiatus immédiat avec cette jeunesse ou cette génération. Après, ce qui suit est relativement classique. Ce qui est important, c'est l'ambiance de travail. Ça l'a toujours été, ça l'est aussi d'ailleurs auprès des adultes. Quand vous posez ces mêmes questions, non pas aux jeunes mais aux adultes, vous avez également ça. L'intérêt du poste, le fait qu'il soit stimulant, sa localisation géographique, la rémunération, très important, 77% et 47%, c'est primordial. Donc dans ce qui est primordial, il y a la rémunération et puis l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce n'est finalement pas très surprenant, ce n'est pas forcément scandaleux non plus. Ils prennent en compte aussi d'autres critères, la solidité financière de l'entreprise. Je trouve que ça montre quand même un regard assez aiguisé. Je ne sais pas si tous les jeunes étaient attentifs à ce point des critères de ce type. La politique d'égalité homme-femme, ça incontestablement aujourd'hui, ça fait partie des critères importants. Et puis après, l'empowerment, l'autonomie, des formations, les perspectives d'avenir, etc., etc. Tout cela est important, il y a quand même une vraie hiérarchie. La possibilité de télétravailler, c'était 1 jeune sur 2, donc c'est quand même très fort. Ça dépend évidemment des secteurs et ça bouge aussi ensuite avec l'âge. Donc vous voyez qu'on a 2 points clés quand même, qui sont la rémunération et cet équilibre vie professionnelle, vie privée. Je crois que c'est ça qui crée la focale principale de perception des chefs d'entreprise.
et qui du coup ils peuvent avoir tendance à ne pas voir ou à moins voir les autres leviers d'engagement de ces jeunes. Alors ce qui est vrai également, et ce qui est très compliqué managérialement dans la façon de travailler avec cette jeunesse, c'est que quand on leur demande est-ce que vous accepteriez donc de faire les choses suivantes, être sollicité parfois par téléphone ou mail en dehors de vos horaires de travail, là vous voyez, c'est quand même assez impressionnant, que quasiment un jeune sur deux nous dit non. Et l'item, j'insiste, est formulé de manière assez soft. Sollicité parfois par téléphone ou mail en dehors de vos horaires de travail. Donc il y a quand même une espèce de rigidité ou une façon de poser des limites qui est très forte dans cette jeunesse. En tous les cas, pour un jeune sur deux. Et là aussi, je crois que c'est ce que ressentent les chefs d'entreprise. Et ils n'ont pas tort de ce point de vue. Quand on interroge les jeunes, on le voit ici sur cet indicateur, ils n'ont pas tort, il y a des limites qui sont clairement posées. Travailler plus en cas de pic d'activité sans contrepartie financière, un jeune sur deux nous dit, mais pas question. Donc ça veut dire que ça va être un engagement, puisqu'engagement il y a, une ambition professionnelle, puisqu'ambition professionnelle il y a, mais sous condition. Et sous condition, principalement aussi, de rémunération. Donc ils veulent de la reconnaissance, et pas simplement une tape dans le dos ou de la reconnaissance dans les mots, ils veulent une reconnaissance en termes de rémunération. C'est ça qui, évidemment, est beaucoup plus difficile peut-être, mais on ne peut pas non plus totalement leur en vouloir. Et faire parfois des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, une majorité nous dit que non, 56%. On peut aussi saluer les 44% qui nous disent « je suis prêt à faire des heures sup sans être payé ». Autre aspect, maintenant, c'est toute la thématique des valeurs, au-delà de ces éléments durs, lourds, sur la question de la rémunération, de l'équilibre, etc. C'est tout ce qui va concerner les engagements RSE. Je vais passer assez vite. C'est évidemment important. Vous le voyez ici, le fait que les valeurs de l'entreprise sont en accord avec les vôtres, pour 74%, c'est primordial ou important, et un gros tiers même, c'est primordial. Le sentiment d'utilité pour la société, c'est là où on a toutes les thématiques de sens qui sont réelles. L'attention portée par l'entreprise sur son impact environnemental. Tout ça existe, tout ça est important, mais vous voyez bien dans les niveaux que c'est moins important que les autres données qui sont les données que j'appellerais les prérequis. L'ambiance, la rémunération, l'intérêt du poste, etc., etc. Alors maintenant, est-ce que, puisqu'il y avait eu des événements qui ont marqué beaucoup médiatiquement et l'opinion et les chefs d'entreprise, est-ce que quand il n'y a pas justement cet accord sur les valeurs, le meilleur moyen d'obtenir plus d'engagement des entreprises en matière sociale ou environnementale, c'est de refuser de travailler au sein de ces entreprises ou c'est de les intégrer pour les faire changer de l'intérieur? Vous remarquerez que cette formulation de question est quand même très lambertiste, très d'extrême gauche, où il faudrait aller noyauter de l'intérieur des entreprises. Mais le résultat est quand même assez intéressant parce que une majorité nous dit non, il faut essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Mais il est vrai que 42%, c'est une minorité non négligeable qui serait prêt à refuser d'intégrer donc des entreprises qui ne tiendraient pas leurs engagements en matière sociale et environnementale. Là, vous avez une composante qui n'existait pas, évidemment, il y a 15 ou 20 ans, donc ça caractérise fortement cette génération. Alors, autre aspect, j'ai démarré tout à l'heure en vous montrant les chefs d'entreprise et cette question, est-ce que vous avez le sentiment de bien comprendre les aspirations de la jeunesse? Et ils nous disaient que non. La Gen Z, elle a très bien compris ce qu'on attendait d'elle, en revanche. Les chefs d'entreprise nous disent, je les comprends mal, mais les jeunes, ils nous disent, je comprends très bien ce que les entreprises attendent de jeunes comme nous, en termes d'état d'esprit, de responsabilité, de tâches et de missions. À tort ou à raison, mais je pense avec raison, ils ont parfaitement compris. Ils intègrent l'école, ils ont compris, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à tout, mais en tous les cas, ils ont compris. Il n'y a pas de hiatus ou d'incompréhension entre les deux. Par exemple, sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ils ont bien compris que les entreprises aimeraient qu'il y ait plus d'investissement en faveur de l'entreprise, alors qu'eux sont sur un respect d'équilibre extrêmement important. Et puis sur la rémunération, vous voyez que là, il y a quand même une claire conscience que quand on est sur les attentes, parce que là, pardon, on était sur les attentes, 49% nous disent non, en termes d'attente, l'entreprise, les offres d'emploi ne répondent pas à mes attentes en termes de rémunération.
première motivation pour rejoindre une entreprise. Et puis l'équilibre entre la vie professionnelle, là aussi on est à 59%, alors que ça fait partie des prérequis. C'est là où vous avez des choses qui peuvent coincer et où il y a inadéquation, en tous les cas relative, entre cette jeunesse et les chefs d'entreprise. Est-ce que maintenant ils considèrent que les entreprises font suffisamment les choses suivantes avec les jeunes salariés ? Je trouve que leur jugement est quand même assez rude quand on a managé aussi cette jeunesse. Parce que vous voyez qu'ils nous disent oui, mais vous avez de fortes minorités quand même qui, par exemple les 40% et plus, qui nous disent ils n'en font pas suffisamment pour informer les jeunes sur les grands enjeux de l'entreprise. C'est récurrent ça. D'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes qui nous disent ça, mais on n'informe jamais assez sur la stratégie et les grands enjeux de l'entreprise. On ne propose pas suffisamment un véritable accompagnement. Bon, la réponse est quand même majoritairement positive, mais vous avez toujours 40% et plus qui nous disent non, les entreprises n'en font pas assez. Donc il y a une exigence qui reste très forte pour toujours faire plus. Et du coup, et c'est ça, moi je crois, le point clé, dans ce contexte, une fois qu'on a bien les deux perceptions, je crois, en tête, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette génération, elle considère que pour obtenir ce qu'elle veut de l'entreprise, eh bien, il faut bouger. Il faut attendre, et c'est ça qui rend sa gestion particulièrement compliquée, il faut attendre très peu de temps. Elle est sur une liberté conditionnelle, et vous allez voir, ça c'est... Il va arriver, il y a un chiffre quand même qui fait un peu peur, mais quand on leur demande est-ce que, d'après ce que vous en savez, il est aujourd'hui indispensable ou pas de changer d'entreprise pour avoir un meilleur salaire? Bon, 79% nous disent oui, c'est indispensable. Ils n'ont pas totalement tort non plus, soyons clairs. Pour avoir un poste intéressant, pour avoir plus d'autonomie, pour être plus compétitif, vous êtes quand même entre les 2/3 et presque 80% qui nous disent oui, il faut bouger. Donc ça rend évidemment leur fidélité extraordinairement difficile. Et puis surtout, qu'est-ce qui pourrait les amener à démissionner? La rémunération, encore et toujours. Donc moi j'y reviens parce que c'est le point clé. Et on a tendance à l'occulter au profit des valeurs, de la RSE, etc. Non, ça reste le point clé, il faut bien l'avoir à l'esprit. On retrouve ensuite ce qu'ils nous ont dit sur ce qui est important pour eux en matière de travail, l'ambiance, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, etc. Je passe vite, mais c'est ça qui, je crois, est très difficile et très révélateur. Quand on leur demande que faut-il faire lorsque vous rencontrez les situations suivantes dans les entreprises, donc l'échelle de réponse, c'est il faut chercher rapidement à partir sans en parler, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut en parler avec son entreprise et voir si la situation évolue dans le bon sens dans les quelques jours ou semaines qui suivent, sinon il faut partir vite. Et puis, troisième modalité, il faut en parler et laisser quelques mois à l'entreprise pour avoir le temps de trouver des solutions. Là, ce qui est terrible, c'est que la zone de bleu, elle est très faible. Donc, en gros, si on ne satisfait pas leurs revendications, soit ils n'en parlent pas et ils veulent aller voir ailleurs, soit ils en parlent, dans le meilleur des cas, mais ils s'attendent à ce qu'on trouve la réponse en 3 semaines. Et évidemment, quand on connaît un peu l'entreprise, la réponse en 3 semaines, elle arrive rarement. Donc, s'il y a des impacts négatifs sur la vie, là, on peut considérer que oui, il doit y avoir une réponse très rapide. Mais lorsqu'on a le sentiment que l'entreprise a vraiment des valeurs différentes des nôtres, trouver une réponse en 3 semaines pour l'entreprise, c'est quand même assez difficile. Et ils partent, ou ils nous disent qu'ils sont prêts à ce moment-là à partir très très vite. Lorsqu'on a le sentiment de ne plus progresser dans son entreprise, de ne plus rien apprendre, 26% nous disent j'en parle même pas, je pars. Et 46% si j'ai pas de la mobilité, de la formation, de l'apprentissage, eh bien je pars aussi. C'est ça, je crois, qui rend particulièrement rude le management de cette jeunesse. C'est-à-dire que son engagement, il est totalement sous condition et sa capacité à accorder un peu de temps à l'entreprise, elle est extraordinairement réduite. Et je crois que c'est ce qui explique le tout premier tableau, le tout premier slide des chefs d'entreprise sur le rapport qu'ils ont à cette jeunesse et le fait qu'ils ont du mal à la comprendre. Donc on revient à ça, 72% des dirigeants d'entreprise pensent que les jeunes sont moins fidèles à l'entreprise que leurs aînés. Ils n'ont pas totalement tort, compte tenu d'une liberté, d'une fidélité, dont je dirais qu'elle est sous condition absolue et avec des délais de réponse extraordinairement intenses.
Merci. Merci. Merci Brice Trainturier. Avant de prendre les questions de la salle, Laurent Giovacchini. Merci beaucoup, Brice. C'était très clair et très intéressant de voir ces points de vue croisés. Tu l'as dit en introduction, le contexte dans lequel l'étude a été menée était beaucoup plus favorable finalement aux salariés qu'aux chefs d'entreprise, si l'on peut le dire comme ça. La conjoncture était excellente, en particulier dans notre secteur. C'est moins le cas aujourd'hui. Donc, quels seraient, selon toi, première question, les curseurs qui sont les plus susceptibles de bouger? Et puis, deuxième question, nous sommes, nous, dans une branche un peu particulière, puisque nos salariés sont très majoritairement très qualifiés, beaucoup de bac plus 5, 60-70% dans la branche de bac plus 5 et au-delà. Et donc, est-ce que tu penses que, quel que soit le niveau de formation, les réponses sont les mêmes, ou est-ce qu'il y aurait, pour cette population de jeunes millennials très diplômés, des particularités que tu souhaiterais mettre en évidence? Sur le contexte, moi je pense que les fondamentaux, ils ne vont pas énormément bouger. Bien sûr que quand il fait froid dehors, on a tendance à rester un peu plus longtemps là où on est et là où on a un job. Mais malgré tout, ce qui est très frappant, et ça ne vaut pas que pour les jeunes, c'est que le chômage remonte un peu. On n'est pas en période de plein emploi. Moi, j'ai radoté pendant 20 ans sur le chômage de masse comme préoccupation et angoisse numéro 1 de la société française. C'est totalement terminé. C'est hallucinant de voir à quel point le chômage est bas dans les préoccupations des Français, alors même qu'on nous annonce de plus en plus de plans sociaux et de difficultés à venir. Donc on a l'impression que ça glisse, et je pense que ça glisse aussi auprès de cette jeunesse. Donc il y aurait peut-être un peu d'ajustement sur le temps laissé à l'entreprise, mais pour le coup, là, pas tant que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense que la question clé, comme souvent, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir. Et qu'un des enjeux clés, c'est est-ce que l'entreprise est capable d'offrir des perspectives ou pas à ces jeunes. Donc les perspectives, elles peuvent passer par la formation, bien sûr, c'est fondamental, et puis ensuite par une capacité à offrir des mobilités et à permettre à ces jeunes de ne pas être, de se sentir enfermés dans un job sans perspective. Et ça, c'est très difficile. Mais je pense que c'est vraiment l'enjeu clé. Et puis pour des jeunes très, très formés, des ingénieurs ou des profils de ce type, je crois que c'est encore plus vrai, parce que ça va encore plus vite et qu'ils le savent. Donc là, les entreprises doivent encore plus, je trouve, être capables de leur offrir des perspectives, leur dire le jeu n'est pas figé, ne le sera jamais, et de les nourrir en permanence en apprentissage. Ils savent aussi que quand même, aujourd'hui il ne fait pas trop froid dehors, mais que ça peut revenir. La compétition mondiale, elle est là. Donc c'est une garantie, la formation, c'est une garantie pour eux. Et puis c'est un plaisir. Ils ont besoin de continuer à être en work in progress et en connaissance qui progresse systématiquement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, monsieur? Et après, Anaïs. On va passer un micro. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup, Michel Caron, Syntec Ingénierie. Dans votre analyse, on est jeune jusqu'à quel âge? Autrement dit, cet esprit un peu frivole, je goûte à quelque chose, puis si j'ai pas satisfaction immédiate, je vais voir ailleurs. Ce qu'on a peut-être nous connu, mais peut-être à une fréquence moins rapide que celle qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça change avec le fait d'avoir goûté à 1, 2, 3 sociétés? Est-ce que finalement, on finit pas par s'assagir? C'est vraiment la question, est-ce qu'on est dans un effet âge ou dans un effet génération? Ce qu'on voit, c'est que la mobilité ou la capacité à bouger, elle existe, Dieu merci, d'ailleurs, tout au long de la vie, mais que c'est vrai qu'au début, on part plus vite ailleurs, qu'on multiplie plus vite les expériences, puis ensuite on se stabilise, soit parce qu'on a trouvé le job dans lequel on s'épanouit, soit parce qu'on a d'autres contraintes, familiales, d'enfants, etc. Donc je n'ai pas de réponse catégorique ou précise en termes d'âge à votre question. Je dirais que jusqu'à 30-35 ans, il peut y avoir quand même beaucoup de mobilité, beaucoup de ce qu'on a vu là dans cette enquête.
Après, ça peut se modérer parce que d'autres variables interviennent dans le cycle de vie. Et sans que ce soit une question piège, est-ce qu'il y a une différence entre cette Gen Z et peut-être des études similaires que vous aviez pu faire sur des générations précédentes, par exemple? En gros, est-ce que les parents de cette Gen Z, s'ils avaient répondu aux mêmes questions, ils auraient répondu la même chose ou pas? J'ai essayé de le dire à certains moments. Il y a des points où l'engagement, par exemple, dans le travail, ou la valorisation du travail, c'est toujours extrêmement fort. Au moins en déclaratif, comme les générations précédentes. En revanche, ce qui a bougé, c'est quand même l'attention beaucoup plus forte à l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et c'est surtout le fait de ne pas accepter de faire des missions ou un peu plus de travail si ce n'est pas rémunéré. Là, il y a des différences. Le fait que les générations précédentes donnaient plus facilement et puis attendaient de recevoir. Là, ils ne sont plus là-dedans. Si tu veux que je travaille plus ou que je réponde à un mail ou à un coup de fil, Faut payer. J'ai une contrepartie immédiate. Anaïs? Ah, bah voilà. Une autre question? Bonjour, Thibault Lagneau, Fédération Syntec. Est-ce qu'il y a une différence de réponse peut-être entre les jeunes qui vivent en zone urbaine et les jeunes en zone rurale? Peut-être dans les attentes, ce qu'ils sont prêts à concéder aussi aux entreprises éventuellement? Là, je ne crois pas. On a surtout regardé par taille d'entreprise et secteur d'activité. Il n'y avait pas de différence majeure. Là, vous me collez, il faudrait que je revienne aux data pour voir s'il y a des tris par origine géographique et taille de commune. Une autre question? Et puis monsieur. Merci, bonsoir Marie-Amélie Dalibou, groupe Égis. Est-ce que vous savez si à l'international vous auriez eu les mêmes résultats? C'est une question qu'on nous pose souvent quand on a uniquement un volet français, parce que c'est la même chose ailleurs. Moi je dis il faut faire des études, il faut commander des études aux instituts en Europe et dans le monde. D'après ce que je vois, il y a des tendances qui sont évidemment des tendances très, très largement européennes et pas uniquement françaises. Donc oui, on retrouve des choses de ce type dans d'autres pays. Après, les niveaux et l'intensité, ça peut varier. Mais la France n'est pas un cas totalement isolé. Il n'y a pas, en Europe en tous les cas, une jeunesse qui serait largement différente. Il y a des choses qui sont différentes quand vous regardez la jeunesse mondiale dans le rapport à la mondialisation et le rapport aux chefs d'entreprise. Si vous êtes un Africain ou un jeune d'Amérique latine, vous dites vive l'entreprise, mais alors beaucoup plus fortement, vive les chefs d'entreprise, vous avez une confiance à l'égard des chefs d'entreprise qui est bien plus forte, et vive la mondialisation. Là, il y a une singularité française. Dans les enquêtes mondiales qu'on a, notamment sur le rapport à la mondialisation, c'est saisissant. C'est une opportunité pour de très nombreux pays, et en France, c'est une menace. 64% des Français, record historique d'une série déjà longue, perçoivent la mondialisation comme une menace et non pas comme une opportunité. Ça, vous ne l'avez pas du tout dans d'autres continents. Les entreprises, certes, les grandes entreprises ne sont pas portées au nu, mais le score est quand même honorable. Et les chefs d'entreprise ont quand même un score bien meilleur que les femmes politiques et que les journalistes, je vous rassure. On peut se flageller, mais y compris... Non, mais c'est important parce qu'effectivement, la défiance à l'égard des politiques, vous le savez, elle est massive, on atteint des niveaux absolument astronomiques. C'est déjà ancien, mais ça ne fait que s'amplifier. Les journalistes, on n'en parle pas. Mais ça n'a aucun intérêt en vrai. C'est fondamental parce que quand même la confiance à l'égard des sources d'information, c'est vraiment ce qui délite une démocratie ou pas. Évidemment. Bref. Et ce qui s'est produit au cours des dernières années, notamment depuis le Covid, c'est un regain de confiance à l'égard des entreprises. Je pense que c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Au moment du Covid, ce que nous ont dit les collaborateurs, c'est eh bien l'entreprise, elle nous donne cette protection, parce que ce pays, sa demande principale, c'est de la protection. Elle nous donne une protection qui n'était pas forcément acquise, en nous informant, en maintenant l'activité, en faisant le boulot auprès des clients, auprès de l'interne, etc. Et donc là, on a vu des indicateurs de confiance à l'égard notamment des entreprises de plus de 100 salariés qui ont beaucoup progressé. Ensuite, ça s'est un peu tassé. Et là, ça a un peu remonté.
Donc on est en tous les cas à des niveaux de confiance à l'égard des entreprises qui sont supérieurs à ce qu'on avait auparavant. Je crois que le Covid a été un moment clé et que la défiance à l'égard du politique et de ce qu'on voit aujourd'hui et les déficits et toute cette petite musique, eh bien, accroît la valorisation de l'entreprise. Et après, il y aura une question juste devant. Allez-y. Dans les valeurs ou les critères de réussite, je ne sais plus bien, que vous avez cités pour les jeunes, il y avait le courage, en troisième position. J'avoue que j'ai trouvé ça plutôt sympa. Est-ce que vous voyez une corrélation avec ce courage-là, cette valeur-là, et puis leur attraction vers des structures plus petites, start-up et co? Je ne crois pas. Je ne pense pas que la valorisation relative, hein, on l'a vu d'ailleurs, de la start-up, soit corrélée à l'idée du courage. Je pense que c'est un mode d'organisation plus souple, plus innovant, en tous les cas à leurs yeux, qui fait que la start-up peut être attractive. Mais je ne pense pas que ce soit un élément lié au courage. Là, il y a des facteurs de vie. Je vais vous donner un exemple, mais ça me vient vraiment à cause de votre question à l'esprit. Mais quand vous posez une question, est-ce qu'il y a des valeurs pour lesquelles il est légitime de mourir? Les Français sont divisés en deux blocs quasiment équivalents. Quand j'ai vu la première fois ce résultat, je me suis dit, les plus âgés doivent se dire, oui, il y a des valeurs qui valent la peine qu'on meure pour elles, et puis les jeunes, l'inverse. Eh bien, pas du tout. C'est au contraire les plus âgés qui, relativisation peut-être avec le cycle de vie, se disent des valeurs qui valent la peine qu'on meure pour elles, pas forcément. Je pense que sur le courage, vous avez un peu ça. Il y a un côté un peu d'exaltation, de courage dans une partie de la jeunesse, mais je ne pense pas que ce soit lié à ensuite une forme d'organisation de l'entreprise. Je pense que c'est plus un état d'esprit. On relativise après. On va prendre encore une ou deux questions. Monsieur. Bonsoir à tous, Ethan Ménoroche, je suis actuellement en stage au sein de la Fédération Syntec. Donc je fais partie de la Gen Z. La question qui me vient à l'esprit, c'est toutes ces attentes qu'ont les jeunes aujourd'hui, peut-être pas liées directement avec l'évolution du monde de l'entreprise, où aujourd'hui on a plus tendance à changer de métier, changer de parcours, plutôt de garder le même parcours comme vous pouvez voir avant. Et aussi face aux nouvelles crises comme la crise climatique ou la dernière crise du Covid-19 qui montre qu'il y a quand même une certaine instabilité. Moi, je crois qu'il peut y avoir tout ça, mais il y a un point qu'on oublie, qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, et qui est l'objet aussi de cette réunion, c'est que le management a beaucoup progressé dans notre pays. En réalité, la communication interne et le management ont joué un rôle considérable dans l'évolution et l'amélioration de l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Alors, il y a tout le reste, tout ce que vous évoquez, mais il faut aussi de temps en temps dire, si l'engagement a progressé, c'est parce que les managers ont également progressé et que la capacité des entreprises à offrir des modèles un peu plus souples d'organisation, où l'autonomie davantage reconnue, voire encouragée, où l'empowerment joue un rôle plus important, c'est ça pour moi une des évolutions majeures des 20 dernières années dans les problématiques d'engagement et de management. Donc il y a tout le reste dont on parle beaucoup, les valeurs, la RSE, etc. Mais il y a ça, et ça on le mesure. Nous, dans nos enquêtes, on mesure l'importance de la communication interne et l'importance d'un management beaucoup plus collaboratif que ce qui pouvait être il y a 30 ans. Une dernière question ? Bonsoir. Bonsoir, Marine Daniel d'Omnifère. Ce que je perçois en lisant tout ça, c'est surtout des salariés en génération. Peut-être que je me suis trompée, mais est-ce que du coup, l'entrepreneuriat est une des solutions vers laquelle peut-être que cette génération se porte plus pour répondre justement à ces problématiques et ces souhaits d'adaptation ? Je pense qu'il y a une petite partie de la jeunesse qui est davantage tentée par l'entrepreneuriat qu'auparavant. Il y a aussi cette idée que si l'entreprise ne répond pas très vite, eh bien à ce moment-là, on a envie d'aller voir ailleurs, qui peut pousser l'entrepreneuriat individuel. Vous parlez bien de l'entrepreneuriat individuel. Maintenant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga.
c'est aussi un choix qui peut être subi et ça ne vient pas combler des attentes qui restent très fortes pour le collectif. Moi, ce que je trouve très frappant quand même dans toutes les enquêtes qu'on fait, c'est que aussi bien d'ailleurs les jeunes que les moins jeunes, ils sont attentifs à la question d'être portés par un collectif. On le voit dans les évolutions là, du travail en distanciel aussi. L'engouement, il commence un peu à se tasser et on retrouve finalement le besoin, le plaisir d'être ensemble, de partager des solutions, de travailler à plusieurs. Et ça, c'est une limite à l'entrepreneuriat individuel. Merci beaucoup, Brice Teinturier. Merci Laurent Giovacchini. On est donc avec Anaïs Préto, Cécile Hazan et Benoît Serre. Anaïs Préto, vous êtes vice-présidente de Live Mentor EdTech France. C'est une entreprise qui est présidente. Ok. Sur votre cliquet, il y a marqué vice-présidente. Il faudrait peut-être le... Ouais. Voilà. Faut le mettre à jour. Voilà. En tout cas, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la formation des futures créatrices et créateurs d'entreprises. Cécile Hazan, vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes cofondatrice de YouSchool, qui est spécialisée dans la formation en ligne, notamment pour les gens qui ont envie de changer de vie professionnelle et peut-être de se lancer dans l'entrepreneuriat individuel. Et vous êtes aussi administratrice des acteurs de la compétence. Et Benoît Serre, vous êtes vice-président de l'AN DRH. Je vous prie de m'excuser, mesdames, mais la première question, elle va justement être pour Benoît Serre. Vous qui avez une vision personnelle et professionnelle des nouvelles générations et de leur rapport au travail, vous avez notamment participé à une étude de l'Institut Montaigne sur le sujet. Est-ce que les conclusions du rapport auquel vous avez participé, elles recoupent celles de l'étude que Brice Teinturier vient de nous présenter? Oui, alors, les études sont très différentes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Les Jeunes et le Travail, qui est sorti récemment de Montaigne, là, qui est sorti il y a une quinzaine de jours. Les études ne portaient pas exactement sur les mêmes éléments, parce que notamment l'étude de Montaigne avait un intérêt autre, complémentaire, c'est qu'elle a découpé ce qu'on appelle les jeunesses en 3 catégories dans leur temps au travail. C'est-à-dire entre je viens d'entrer, je suis dans le travail depuis quelques années et je suis en travail au bout de 5-6 ans. Donc en revanche, ça rejoint ce que Brice expliquait tout à l'heure, puisqu'il y a un certain nombre d'a priori et d'absurdités que moi j'entends comme vous depuis des années, les jeunes ceci, les jeunes cela, etc., qui sont battus en brèche extrêmement vite, notamment sur leur attachement au travail. Et je me souviens à une question de Montaigne qui m'a posée là, qui est de dire si vous gagnez au loto beaucoup d'argent, est-ce que vous arrêtez de travailler? Les gens disent non. Donc les jeunes disent non. Donc voilà. Il y a des points communs. Il y a de ce côté-là, de cette dimension-là, il y en a beaucoup d'autres qui sont plus explicatifs de la raison pour laquelle, parce que ça c'est un des enseignements de cette enquête de Montaigne, il n'y a pas de désaffection du travail, il n'y a pas de désaffection de l'engagement, plus que ça, etc. En revanche, il y a 2 choses. Une chose qui a été indiquée par Brice, qui est que moi j'ai toujours été convaincu et observé que cette Gen Z, mais je pense que la génération d'avant, elle est très touchée par le chômage de masse, j'en reviendrai sans doute, mais c'est qu'elle s'engage aussi vite qu'elle se désengage. C'est-à-dire que son niveau de patience, son niveau de tolérance, et ça on le voit dans l'étude de Montaigne, c'est-à-dire qu'ils sont finalement extrêmement déçus par le monde de l'entreprise, donc ils s'en vont. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'aspiration au début aussi. Oui, très positive, ils ont un a priori assez positif. Ouais. Et après, bon... Donc ça, c'est une première chose qui est assez intéressante. Il y a une deuxième chose qui est totalement connectée avec ça, c'est que les conditions, enfin plus ou moins les critères qu'ils considèrent comme étant ceux de la qualité du travail ne sont pas du tout les critères historiques et les critères d'animation, de reconnaissance ou d'évaluation qu'on trouve dans les entreprises. Donc il y a une espèce de distorsion là, mais il n'y a pas de détestation, de j'ai pas envie de travailler, tout ça n'existe pas. En revanche, ça pose beaucoup de questions sur comment les organisations peuvent faire évoluer leur propre système de management, parce qu'il y a... Et je partage le point de Brice Teinturier, je pense que c'est profondément structurel. Là, aujourd'hui, effectivement, le chômage remonte, alors du coup, le marché s'est un peu calmé, donc les gens, c'est un peu moins facile de se barrer, mais dès que ça ira mieux... Parce que j'ai une question qu'on s'est... Je finis par là-dessus, que je trouve qu'on s'est assez peu posé, en fait, je me mets dedans, hein. Quand, tout d'un coup, vous savez, en sortie de Covid, tout le monde avait annoncé que ce serait la catastrophe planétaire, et puis hop, tout est reparti aussi sec. Et on n'a pas connu le phénomène de grande émission qu'on a connu aux États-Unis, on a en revanche connu un phénomène de très grande mobilité.
en disant le marché est reparti, c'est formidable, les jeunes trouvent des boulots, etc. On ne s'est pas posé la seule question de mon point de vue qui valait à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que dès que le marché du travail va mieux, leur premier réflexe c'est se barrer. Les taux de turnover ont explosé dans les boîtes, pas dans toutes, dans certaines. La vraie question elle est là, pourquoi? C'est quand même un sujet, et je crois assez bien, si vous n'avez pas brisé sur la notion de perspective professionnelle, mais c'est quand même curieux. Dès que le marché va bien, le premier réflexe des gens, c'est d'aller ailleurs. Ça veut dire qu'ils attendaient que ça, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle pour les entreprises. Ça, c'est sûr. Anaïs Préto, quand on a préparé cette table ronde, on va revenir sur la formation après, mais comme vous avez chacune des casquettes de chef d'entreprise, vous m'aviez dit qu'il y avait des choses qui vous surprenaient en tant que chef d'entreprise chez vos salariés. Et vous êtes dans un secteur où la moyenne d'âge est relativement jeune et où cette Gen Z fait partie, j'allais dire, quasiment à plein de vos collaborateurs. Alors, oui et non, je vais nuancer ça. Je crois que toi, tu as une workforce, comme on dit en beau français, un petit peu plus jeune que la mienne. Nous, on a une moyenne d'âge plutôt autour de 30-40 ans depuis qu'on a déménagé en région. Ouais. On a vieilli. Vous êtes à Aix-en-Provence. Ouais, enfin, la boîte est splittée en deux entre Paris et Aix-en-Provence, en effet. Et effectivement, depuis qu'on a recruté beaucoup plus à Aix-en-Provence, il se trouve que nous avons un peu plus de personnes âgées. Âgées étant 35-40 ans dans mon référentiel. Non, on est à l'EHPAD, je vous le dis tout de suite. Mais par rapport à ce que vous disiez, quelque chose qui est étonnant dans mon quotidien de chef d'entreprise aujourd'hui, je me faisais la réflexion ce matin dans le train, c'est que le rapport à la transmission dans l'entreprise est vraiment, et ce qui, à mon sens, est au cœur du rapport qu'on a avec la Gen Z, au sens où la Gen Z aujourd'hui, lorsqu'on l'embauche, c'est des personnes qui ont 25 ans en moyenne. Ce sont nos analystes pour les entreprises du Syntec, en tout cas dont je fais partie. Ça va être nos analystes. Pour certains, ça va être encore nos stagiaires. Ce sont des personnes qui, dans leur prise de poste, vont être formées. Il y a dans la logique d'embauche une logique de formation beaucoup plus que pour des personnes déjà peut-être un peu plus aguerries. Et en tout cas, et moi, c'est des jobs que j'ai fait autrefois, être analyste, faire de la veille, computer des rapports, etc. Et je me suis fait une réflexion récemment, et c'est quelque chose que je partage avec beaucoup de dirigeants. En fait, on s'est fait la réflexion récemment que notre stagiaire, notre analyste aujourd'hui, ils s'appellent tous avec le même prénom, ils s'appellent Claude, c'est-à-dire une solution IA d'Anthropic. Et ça peut faire rigoler comme ça, mais je le remarque, je ne sais pas si toi c'est quelque chose que tu partages, Cécile, mais aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on n'a pas embauché de stagiaires en interne, ça fait 3 ans qu'on n'a pas embauché d'analystes, et depuis le début d'année, on était censé, dans ma boîte, renouveler l'équipe data, et on ne l'a pas fait tout simplement parce que maintenant, j'arrive à coder les requêtes moi-même. Et ça pose tout de même une question, puisque on parle de l'attachement des jeunes au travail, mais quel est l'attachement du travail aux jeunes? Parce qu'aujourd'hui, je pense que on connaît tous la problématique des seniors qui sont de plus en plus éloignés du marché du travail. Il y a une forme de concomitance entre l'éloignement des seniors du marché du travail et l'avènement de la vague Internet. Je ne suis pas sûre qu'elles se soient totalement liées, mais en tout cas, on voit qu'il y a ces deux choses qui sont passées en parallèle. Et moi, je m'inquiète en tant que citoyenne et en tant que chef d'entreprise je pense qu'il faut qu'on fasse attention au fait que l'IA n'éloigne pas aussi les jeunes de l'entreprise, comme si, parce qu'on n'a pas changé les façons d'appréhender nos structures hiérarchiques, parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé nos organigrammes, parce qu'on n'a pas repensé à peut-être la diversité de la pyramide des âges au sein de notre entreprise, qu'on ne se retrouve pas avec des entreprises qui tout simplement n'embauchent plus ces jeunes, parce que l'IA a remplacé ce qu'on faisait faire avant aux jeunes. Et c'est un enjeu en termes de recrutement, en termes de renouvellement du staff, mais c'est aussi un enjeu en termes de transmission des compétences, puisque avant, la veille, elle ne servait pas juste à faire de la veille, elle servait aussi à apprendre les gestes métiers, elle servait à se familiariser, à assister à des réunions que maintenant on ne fait plus. Et donc je m'interroge sur ce qui va advenir de ce monde-là où Claude est notre stagiaire à tous. Cécile Hazan. D'abord, peut-être la réponse sur le constat que vous dressez par rapport au point que Anaïs vient d'aborder, et puis plus généralement sur, pareil, parmi vos collaborateurs, qui sont donc peut-être un peu plus jeunes que ceux d'Anaïs, quelle analyse vous faites du rapport au travail, peut-être même par rapport à vous, même si vous n'êtes pas très loin de cette génération-là non plus.
par rapport à ce que dit Annalise, c'est très juste. C'est très juste. De moins en moins, on a besoin de ces petites mains qu'on appelait des petites mains pour faire du travail. Oui, et généralement jeunes, des gens qui rentrent dans le monde du travail pour faire du travail d'analyse qu'aujourd'hui ChatGPT va arriver à faire très rapidement, très efficacement, pas toujours très justement, il y a des erreurs, mais comme il y a des erreurs également chez les jeunes, et heureusement les plus âgés dans l'entreprise sont là pour les guider, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT d'ailleurs. En fait, ce que je constate plus, c'est un sujet de sentiment d'appartenance. Dont on n'a pas du tout parlé dans l'enquête réalisée. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que dans cette génération, on a raté un truc dans le fait de leur donner le sentiment d'appartenance à l'entreprise, au projet d'entreprise, à la mission de l'entreprise. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose à réconcilier. Et moi, je le vois, et il y a un clivage assez important dans mon entreprise entre les jeunes qui sont proches de la direction, donc qui sont proches des services de la direction, où en fait ils touchent du doigt les enjeux de l'entreprise, la stratégie, etc. Et eux vont être très fidèles dans le temps, vont rester de longues années parce qu'ils sentent qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et ceux qui sont plus éloignés, parce que géographiquement, ils sont dans d'autres lieux, dans d'autres équipes, qui sont dans une équipe où ils n'ont pas tout à fait la possibilité de toucher du doigt la stratégie de l'entreprise, là, effectivement, il y a une volatilité énorme, des gens qui sont beaucoup moins engagés. Et donc peut-être qu'une des solutions, ce serait de réussir à ramener les jeunes vers le sentiment d'engagement en les associant à la stratégie de l'entreprise. Avec plus de communication interne, et après c'est difficile d'être transparent avec toutes les catégories de collaborateurs, mais c'est pas faux. On voit qu'il y a des aspirations, des attentes des jeunes différentes vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'entreprise. Tout à l'heure, Brice Saint-Thurier disait qu'ils étaient moins respectueux de la hiérarchie que leurs aînés. En tout cas, c'était le sentiment que les chefs d'entreprise avaient vis-à-vis de cette génération. Benoît Serre, vous m'avez dit un truc qui m'a étonné et qui est pas totalement confirmé par l'étude qu'on a vue là, par les chiffres, c'est que vous constatez qu'ils n'ont pas envie de devenir manager. Alors que dans l'étude, on voit qu'ils aspirent à avoir des responsabilités. Et c'est peut-être un peu connexe avec ce que dit Cécile. C'est pas pareil. L'affaire de la non-envie de devenir manager, c'est une affaire ancienne. Elle est très ancienne, cette histoire-là. Sauf qu'on a des chiffres que je vous avais donnés, je crois, qui datent de 2021, 22, donc peut-être qu'il faut revérifier, où on avait commis une étude, le BCG avait fait ça, dans 4 pays d'Europe, qui étaient l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France. On avait interviewé 4000 non-managers sur plein de trucs, et parmi les éléments de question, il y avait « Est-ce que vous souhaitez devenir manager ?» Et la réponse avait été 15% disaient oui, qui était un chiffre qui était un peu en dessous de ce qu'on avait imaginé, mais qui n'est pas très étonnant. Je pense qu'il faut vraiment différencier ça. Et ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire que moi, j'observe, et Montaigne le dit aussi, mais moi, je partage des convictions, des observations. D'abord, la Gen Z, j'y suis confronté tous les matins, puisque la moyenne d'âge du BCG, c'est 28 ans. Donc je les vois tous les jours, les gamins. Alors ok, c'est des gamins un peu spéciaux, hein, mais quand même. Donc, mais je les ai connus chez L'Oréal, où j'avais une moyenne d'âge sur la France, j'avais une moyenne d'âge assez basse. Enfin, bon, la Massif, c'était plus élevé quand même. Et il y a une chose qui est très constante, et moi je partage avec Brice Saint-Thurier, c'est pas si générationnel que ça. La seule différence, c'est que la génération qui monte, pour des raisons liées au Covid, il y a plein de trucs, à ce qui a été évoqué, ils n'ont pas peur, ils savent qu'ils sont du bon côté du manche, que la démographie, elle est implacable. Et on peut me raconter ce qu'on veut sur la retraite par répartition, ça, la mathématique est implacable. Vous savez, il manque 480 000 naissances à horizon 2030, ça veut dire qu'il manquera 480 000 jeunes de 20 ans en 2050, parce qu'ils ne sont pas nés en 2030, il n'y a absolument aucune chance qu'ils aient 20 ans en 2050. Ça, je vous le garantis. Jusqu'à là, on est d'accord.
Et donc, tout ça, ils le sentent. Après, c'est important quand même, parce que je vais revenir à ce que vous disiez, qui est extrêmement juste, qui se traduit de manière un tout petit peu différente. C'est que la deuxième chose, c'est que cette génération-là, plus ou moins, a vu, ou en tout cas on leur a dit, leur génération juste avant, ou l'âge juste avant, leur a dit, pendant le Covid, vous vous souvenez du Covid quand même, quand on a décrète le fameux confinement le 16 mars 2020, les entreprises se retournent en 3 semaines, même pas, et ça veut dire qu'est-ce qu'elles font? Alors formidable, hein, parce que moi j'étais en plein dedans, je me souviens, qu'est-ce qu'elles font? Elles démontrent à tout le monde qu'elles sont capables de se transformer, de s'organiser différemment, de rester efficaces sous l'effet de l'urgence, et qu'ils n'ont pas eu besoin de faire 50 réunions, 8000 PowerPoint et 25 000 négociations pour réussir à le faire. Elles n'ont pas le choix. Et les gens disent, en fait, vous avez prouvé par les faits que vous avez bougé. Pourquoi vous ne le faites pas sous l'effet de... Vous l'avez fait sous l'urgence, pourquoi vous ne le faites pas sous l'effet de la stratégie, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous devez sûrement l'observer tout de là-dedans. Moi, je travaille beaucoup avec les scale-up licornes qui ont très bien compris ça. Et c'est très intéressant de voir les modèles de fonctionnement, parce que la hantise... comme vous le savez, de ces scale-up licornes, c'est elle veut devenir aussi grosse que les CAC 40, mais elle ne veut pas faire les mêmes erreurs. Donc c'est un vrai sujet de management. Et ça conduit au dernier point que vous avez évoqué pour les gens qui sont autour du siège, enfin autour de la direction. Et ça a été très bien travaillé par Bruno Palier dans son bouquin sur le question du travail. Il y a une attente, ça dans Montaigne, on le voit partout, et dans ce que j'ai lu tout à l'heure, il y a des éléments communs. Il y a une perception de ce qu'est la qualité du travail par cette nouvelle génération qui est extrêmement différente de la perception qu'on avait. La génération précédente, ou les générations d'avant, ou les dirigeants d'aujourd'hui, ont souvent des critères autour de la performance, des critères autour de l'alignement, des critères de l'engagement, des critères de tout un tas de trucs. Pas du tout. Quand vous regardez, les critères sont de 3 ordres, de la qualité du travail. Moi, je n'utilise pas la formule sens au travail, parce que j'ai découvert qu'on met là-dedans tout ce qu'on ne sait pas classer. Donc, une espèce de gros machin, on dit que c'est du sens au travail. Mais la qualité du travail, c'est 3 critères majeurs. Vous, si vous prenez le bouquin de Palier, là, sur que vous verrez ça. Et on l'a vérifié 50 fois. La personne, l'individu, quel que soit son âge ou sa génération, sait ce qu'elle fait. Autrement dit, elle sait où elle est dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Elle sait que si elle arrête de faire ce qu'elle fait, il se passera quelque chose. Posez-vous la question. Le nombre de personnes qui, finalement, dans une entreprise, alors quand c'est grand, c'est encore pire, arrêtent de faire ce qu'ils font, on mettra 6 mois à se rendre compte qu'ils ont arrêté de faire ce qu'ils voulaient. Donc ça, déjà, il y a ça. Le deuxième critère, c'est ils ont la liberté et l'autonomie de faire leur activité. Et vous avez peut-être vu le rapport de l'IGAS sur la surhiérarchisation en France, qui d'ailleurs, la comparaison européenne est intéressante, parce que vous n'avez pas ça en Europe du Nord, vous avez moins ça en Allemagne, vous avez plus de ça en Angleterre, vous l'avez moins en Espagne. Donc la surhiérarchisation, autrement dit, la surhiérarchisation réduit l'autonomie. La surhiérarchisation, elle a une histoire, elle est expliquée par le chômage de masse, on en connaît très bien. Et la troisième raison, et c'est le point des perspectives professionnelles de la formation, c'est que cette génération, comme les précédentes, mais cette génération le dit, l'exige. Elle estime, à juste titre de mon point de vue, que l'entreprise a la responsabilité de leur garantir une perspective professionnelle, de leur garantir une employabilité. Et puisque vous évoquiez l'IA tout à l'heure, ils le voient que ce truc-là est en train de faire bousculer les compétences extrêmement vite. Ils savent bien qu'il y a un enjeu d'employabilité et ils considèrent que c'est à l'entreprise de leur maintenir. Et l'étude qui était montrée montre quelque chose de très bien, et ça moi je l'ai constaté 10 fois, même dans des grandes maisons très prestigieuses comme L'Oréal, si l'entreprise n'est pas capable de leur proposer ou le parcours de formation qui va bien, ou l'évolution de carrière potentielle, même sans prendre d'enseignement, de garantie, ils vont le faire ailleurs. Ils vont le faire ailleurs. Puisque vous ne me proposez pas de destin, je vais me le faire moi-même. La génération d'avant, la génération d'encore avant, la mienne par exemple, sans doute avait des aspirations extrêmement comparables. La seule différence, c'est qu'il y avait 11% de chômeurs. Et donc les gens ne bougeaient pas. Là, ils bougent. Et ça ne va pas s'arranger. C'est pour ça que je pense que c'est très conjoncturel. C'est vrai que, j'ai dit ça l'autre jour, je me suis fait engueuler, mais c'est pas grave, qu'on est quand même un pays magique. On a une démographie épouvantable et on est en train de s'offrir le luxe du chômage de masse. C'est quand même exceptionnel. Sincèrement, il fallait le faire. C'est une performance. Du coup, je me suis fait engueuler, mais ça, c'est pas grave. Je m'en fiche, en fait. Mais la question de qualité du travail, elle est très, très importante. C'est pour ça que la conclusion de Brice est très juste. La question centrale, c'est comment le fonctionnement managérial fait que. Vous savez, depuis des années, la première cause de démission, c'est la relation directe que j'ai avec mon manager de proximité. Et la raison pour laquelle il ne veut plus de manager, c'est que la perception et la vision qu'on a de la fonction de management aujourd'hui, notamment de proximité, elle n'est pas super attractive.
C'est gérer des Non, en gros, c'est avoir des emmerdes. On va pas se passer son mentir. temps à se faire engueuler, c'est être responsable de tout, c'est remplir les tableaux de reporting. Moi, je suis étonné d'ailleurs qu'on n'utilise pas plus, vous connaissez sans doute mieux que ça que moi, des use cases. J'ai pas vu encore à ce jour des vrais use cases IA qui soulagent les managers de leur reporting dans tous les sens. J'en ai pas encore vu, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Je veux dire par là, non, mais une vraie démarche. J'ai vu des use cases sur tout, on n'y a pas ça. Or ça, c'est un vrai sujet pour donner du temps de management aux gens. Voilà, donc voilà. Allez, ça existe. Juste avant de vous poser la prochaine question. Pas de reporting. C'est un autre Alors, aspect. ça c'est en fait, ça rejoint la question que rejoint la question que je voulais vous poser avant qu'on parle. À moitié, mais je rigole à moitié, mais c'est vrai. Enfin, on a très peu de reporting. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'on soit. Je prétendrai pas être, devant quelqu'un du BCG, représenter l'excellence opérationnelle française des startups. Néanmoins, c'est vrai que, en tout cas culturellement, et je pense que c'est peut-être quelque chose de générationnel. On a très peu de reporting, beaucoup de dashboards en revanche. Ouais, donc il y a quand même un suivi de l'activité. Mais ça rejoint la question que j'avais envie de vous poser avant qu'on aille sur la formation. C'était, vous êtes, je sais pas comment on qualifie vos boîtes, des startups, des scale-up, je sais pas à quel niveau exactement vous en êtes. Notre fonds commun aimerait qu'on dise scale-up. Voilà. Alors, on va faire plaisir à votre investisseur qui n'est pas présent dans la salle. Mais donc, dans une scale-up, est-ce que cette hiérarchie, elle est repensée justement parce que vos collaborateurs, alors même s'ils ont 35, 40 ans, etc., en gros, ils sont issus de cette génération-là? Alors, nous, on est une entreprise Gen Y native, au sens où mon associé et moi, nous sommes nés en 89 et 90. Et je pense que si on prend les 3 aspirations premières qui sont décrites aux États-Unis par la génération Z, je pense qu'on peut trouver dans notre organisation des symptômes de ça. Donc je pense qu'on est dans la Gen Y est proche de la Gen Z dans ces 3 aspirations. La première aspiration, c'est le fait, la première caractéristique, c'est le fait d'être hybride par nature, c'est-à-dire qu'on a découvert le monde du travail, alors surtout la Gen Z, mais la Gen Y, je pense, avait déjà ces aspirations. On a découvert le monde du travail hybride parce qu'ils ont commencé à travailler avec le Covid. Donc pour eux, l'enjeu, c'est pas de se dire j'aimerais du télétravail, c'est juste que pour eux, le travail, c'est comme ça. Avec du télétravail, ils l'ont découvert comme tel. Et nous, c'est vrai que on a, depuis le début, eu une approche extrêmement hybride. D'abord parce qu'on était, je pense, frugaux au départ, mais depuis le début, on a des environnements de travail partagés. Moi, j'ai jamais compris, par exemple, lorsqu'il y a eu le Covid, les enjeux de j'arrive pas à me connecter au VPN. Nous, on a toujours eu sur des espaces de travail hyper ouverts. On avait Slack de base. Donc, alors pour le coup, autant les entreprises, ça a été une prouesse pour elles de s'adapter en quelques semaines. Nous, il n'y a même pas eu de changement, Covid ou non, c'était la même chose. Le deuxième élément très distinctif chez Gen Z, c'est la demande de transparence. Et je reviens sur ce que vous aviez dit juste avant. Vous disiez, oui, bien sûr, la transparence, il en faut, mais on va quand même pas partager avec tout le monde. Parce que j'ai dit que c'était difficile. J'ai pas dit qu'il fallait pas. C'est difficile, mais je crois que, en tout cas, nous, depuis le début, on l'a fait. Et c'était déjà le cas dans mon entreprise précédente, qui était plutôt avec une mentalité anglo-saxonne. Nous, l'intégralité des salariés ont accès au PNL. Donc ils ont accès il faut vraiment que j'arrête le franglais, c'est terrible, je m'excuse. Ils ont accès à l'intégralité de l'information au compte de résultats. Ils ont accès à l'intégralité de l'information financière, du chiffre d'affaires jusqu'à la rentabilité. On a fait le choix de ne pas montrer la situation de trésorerie pour des raisons de stress énorme pour les salariés, dans la mesure où on reste une jeune structure qui lève des fonds et parfois ça peut être presque plus anxiogène pour eux qu'autre chose. C'était la limite de transparence que je posais tout à l'heure. Voilà. Mais même si je pense que... c'est pas de continuer. Je pense que ça pourrait se discuter parce que je pense que si c'est bien expliqué, tout peut se comprendre et ça peut même être un levier d'engagement. Mais en tout cas, je pense qu'on peut avoir une vraie exigence de transparence envers les organisations. Il faut pas être naïf non plus parce que la transparence, c'est pas juste partager. Il faut aussi expliquer et je pense que on peut être surpris dans des entreprises qui prétendent être très transparentes. Je pense que si on fait des sondages auprès des salariés pour comprendre ce qu'ils ont véritablement compris de l'information financière, on pourra avoir des surprises. Donc il y a un vrai enjeu
d'être pédagogue, de s'assurer que le message passe et qu'on n'est pas en train de juste faire un exercice de vertu ostentatoire en prétendant être transparent pour en réalité parfois créer plus de confusion qu'autre chose. Mais je pense qu'on peut avoir cette exigence de transparence. Et le troisième point, il y a la question de la diversité qui est extrêmement importante. Pour les salariés de la Gen Z, je pense que c'est quelque chose qu'on voit aussi chez nous. C'est un sujet qui est difficile à appréhender, mais je vois que lorsque des salariés se saisissent d'enjeux, c'est toujours quelque chose. Le poste de référent handicap a été hyper rapidement pourvu chez nous, alors que, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Tous les débats RH quasi portent sur des enjeux de diversité, de parité, de transparence au niveau des salaires, etc. Donc en ce sens-là, oui, je pense que mon entreprise est représentative de la Gen Z et la Gen Y. Cécile ? Je rejoins ce que disait Anaïs dans le sens que pendant le Covid, effectivement, pour nous, ça n'a eu aucun impact. C'était pareil. En revanche, là où je ne m'inscris pas tellement dans ce constat, c'est qu'en fait, la Gen Z aujourd'hui, les millennials aussi, sont en demande de beaucoup de liberté, beaucoup de télétravail, beaucoup d'autonomie, etc. Et en fait, on se rend compte de la limite de cet exercice, dans le sens où il faut bien former les gens, les jeunes, et quand on essaye de les former à distance, on n'y arrive pas, aussi bien qu'en présentiel, même avec tous les outils du monde. Et c'est quelqu'un qui a créé une boîte dans la formation en ligne qui le dit, donc... Alors, c'est pas du tout la même chose de se former pour obtenir un diplôme, ouais, non, je suis d'accord, et de se former en entreprise, avec la culture d'entreprise, les outils de l'entreprise. Et en fait, c'est des choses qui sont différentes. Donc, je fais une distinction assez nette entre l'activité de mon entreprise et la manière dont je pilote les équipes et les salariés, les collaborateurs. Et en fait, c'est vrai qu'on a vu les limites et en fait, c'est là aussi qu'il y a parfois un problème d'incompréhension entre les générations, dans le sens où la Gen Z a du mal à comprendre que c'est pas qu'on veut pas leur donner de l'autonomie, mais c'est que c'est une autonomie qui doit rester raisonnable au début, en tout cas, et qui peut donner lieu après, dans un second temps, à beaucoup plus d'autonomie. Mais quand voilà, le je veux tout de suite maintenant, dont on a vu les résultats dans l'enquête, effectivement, se joue là aussi dans l'autonomie tout de suite, mais l'autonomie trop tôt, c'est un peu aussi le moyen de se brûler les ailes. J'ai croisé il n'y a pas très longtemps un chef d'une grande entreprise qui dit, moi, quand j'ai des jeunes collaborateurs, je leur dis, attention, vous allez avoir un A collé aux fesses pendant 2 ans, comme quand vous apprenez à conduire. C'est un peu le truc, le A d'autonomie. On va parler de la formation. Benoît Sarr, quand on a préparé l'entretien, vous m'avez dit, l'enjeu majeur, c'est la fidélisation des jeunes collaborateurs. C'est l'enjeu majeur des boîtes aujourd'hui. En quoi les former, alors bien les former initialement et leur transmettre la culture d'entreprise, mais aussi les former pour qu'ils puissent évoluer après au sein de l'entreprise, parce qu'on a vu que c'était une de leurs aspirations. Ça rentre, c'est un critère. Est-ce que c'est dans le top de la liste de ces outils de fidélisation ou pas ? Je vais rebondir sur une phrase qu'Anaïs a dite tout à l'heure en disant les RH, comme parlent tout le temps de diversité, de machin. C'est vrai. Sauf que je pense que c'est pas le sujet majeur auquel sont confrontés les RH dans les années qui viennent. Le sujet majeur auquel ils sont confrontés, c'est celui que vous venez d'évoquer, c'est le sujet de la formation, pas que pour les jeunes. Moi, je pense qu'on a un vrai sujet de compétences extrêmement préoccupant. On a une distorsion entre ce qui est enseigné dans l'enseignement scolaire et supérieur ou pas, et ce que les entreprises recherchent. Je pense qu'on a l'enjeu, il est absolument majeur. Avec l'IA, ça change encore plus que l'IA. Je partage, on a 2 problèmes qui se conjuguent. Le problème, c'est que l'IA fait que le processus d'apprentissage est beaucoup plus court. Moi, je le vois au BCG tous les jours. Au BCG, quand vous rentriez avant, il y a 5-6 ans, les jeunes qui rentraient, il avait son diplôme d'HEC, il rentrait, il bouffait de l'Excel pendant 2 ans.
Et il apprenait. Donc quand on était en meeting de case ou autre, et il nous montrait des trucs, il avait travaillé le sujet, donc il pouvait avoir des convictions. Là, aujourd'hui, en 2 clics, il a fait son truc. Il est toujours aussi intelligent, seulement il n'a pas fait le processus. Donc on a un vrai sujet d'intégration, de formation, ce que vous avez évoqué. Et le deuxième aspect, c'est que, en revanche, ce serait complètement idiot de se priver des outils extraordinaires que fournissent l'IA ou d'autres sujets comme ça. Vous savez, moi, j'ai l'avantage d'être très âgé, c'est que ceux qui, dans les années 80, heureusement, là, j'étais pas encore au travail, il faut pas exagérer, mais qui disaient, moi, je vais pas robotiser pour projeter des emplois, leurs entreprises ont disparu. Donc, c'est pareil avec l'IA. Moi, j'entends les gens dire ça, je dis, bon, si vous voulez, bon, enfin, bonne chance. J'ai connu la même chose avec la numérisation dans les médias. C'est exactement la même chose. Donc, le sujet de la compétence et de la formation, il devient absolument central. Aussi pour une autre raison, dont vous connaissez certainement les chiffres, surtout vous êtes spécialiste, c'est que c'est la notion de durabilité des compétences. La durabilité des compétences, elle était de l'ordre d'une vingtaine d'années il y a 30 ans, elle est d'une ordre de vingtaine de mois aujourd'hui pour certaines d'entre elles. C'est une vraie chance en fait. C'est une vraie chance parce que ça remet tout le monde à zéro. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on recrute quelqu'un pour une compétence ABCD et qu'à horizon 20 ou 25 mois, en fait, la compétence qu'il exerce, on n'aura plus besoin, pourquoi on aura besoin d'autres? Qui va lui donner ces autres-là? Donc le sujet de la formation continue, moi je trouve qu'il y a une vraie faiblesse en France qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres pays, certains endroits-ci aussi, c'est qu'il n'existe pas de continuum pédagogique de l'école à la formation continue. C'est 3 mondes qui se parlent assez peu, quoi. Or, tout se tient. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. J'étais très content de voir les politiques favorables à l'alternance à l'apprentissage parce que c'est un des liens qui se crée fortement. Chez L'Oréal, en France, on prenait 2000 alternants par an et on en intégrait 78% à la fin. Donc c'est une vraie politique. Donc très bien, il y a d'autres grandes entreprises, Bouygues fait pareil, il y en a plein qui font ça et ça c'est important. Mais le sujet de la compétence, à mon avis, il est totalement central. Et la formation, c'est quand même l'un des moyens les plus connus, sous toutes ses formes différentes, pour acquérir la compétence. Je ne connais pas des dizaines d'autres, en fait. Donc, alors même si depuis il y a la FES ou ces trucs-là, mais tout ça, c'est de la formation quand même. Donc, c'est l'enjeu central. C'est l'enjeu central pour ne pas avoir une espèce de distorsion, mais aussi, c'est un enjeu central de compétitivité, non pas lié à la productivité, de compétitivité mondiale. Parce que vous évoquez le télétravail, et vous avez raison. Le télétravail, c'est au maximum 30 à 35% des salariés français aujourd'hui, au grand maximum. Vous savez qu'il y a quand même 65% qui ne sont pas concernés par ce truc. En revanche, ces gens-là, l'IA contribue aussi, voit l'exigence de niveau de qualification qu'on leur demande monter chaque jour. On peut d'ailleurs espérer que ça générera une montée des salaires. Parce que c'est probablement ce qui pourrait se passer. Donc il y a la question du télétravail, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les métiers sont confrontés à une évolution de compétences très forte et cette compétitivité mondiale, parce que l'IA et le reste, et le travail à distance pour une partie des travaux, mondialisent la compétence. La mondialise. Avant, c'était facile, on foutait une plateforme au Maroc et puis on n'en parlait plus. Maintenant, c'est des postes très très haut niveau que les gens font à droite, à gauche, même pas du télétravail, c'est une mondialisation. Donc, comme dans notre pays, à ma connaissance, on a légèrement loupé la mondialisation de l'industrie, ce serait pas mal d'éviter de rater la mondialisation de la compétence. Et ça, c'est sur le bureau de tous les DRH de France. Parce que, en revanche, et c'est un peu le point positif que Brice rappelait et qu'on avait observé, le niveau de confiance des gens dans leur entreprise, pour être un acteur de confiance, pour les faire évoluer, pour leur apprendre, est très élevé, puisqu'ils ne croient plus ni aux politiques, ni aux syndicats, ni aux journalistes. Donc il ne reste que ça. Vous savez, c'est la fameuse étude du Covid qui avait été faite d'ailleurs par notre camarade, je crois, qui disait, on avait demandé aux gens quel est votre principal tiers de confiance dans cette crise sanitaire. Réponse 1, les entreprises. Réponse 2, les médecins. Très très bas. Très très bas. Réponse 3, les politiques, quasiment en négatif, quoi. Voilà, et ça c'est resté. Et donc les entreprises, ça moi je pense que ça c'est la vraie responsabilité sociale des entreprises, c'est celle-là. C'est celle-là. Le reste, c'est bien de participer à des mouvements de société, c'est nécessaire, il y a des vrais progrès et ça va continuer à avancer. Et c'est une toute bonne nouvelle. Et la vraie responsabilité sociale, c'est garantir, parce qu'il n'y a rien de pire que les exclus internes de l'entreprise. Autrement dit, ceux dont plus personne ne s'occupe. Alors quand vous êtes dans une entreprise de 100, 150, 200, 300 personnes, avec un petit effort, vous n'arrivez à pas le faire. Mais quand vous êtes avec 80 000 personnes, et puis un dernier point sur la transparence, moi j'étais DRH de Leroy Merlin pendant 10 ans, Leroy Merlin, c'est jamais vu un truc pareil, 100% des collaborateurs avaient accès, quart d'heure par quart d'heure, au chiffre d'affaires, à la marge et à l'écart à l'objectif de chaque rayon, dans chaque magasin, dans le monde entier. Sur ordinateur, même dans les magasins. Et la volonté des dirigeants, c'était de dire, bien sûr qu'ils peuvent envoyer ça à nos concurrents.
Mais comme 15% du capital est détenu par les salariés, c'est pas leur intérêt. C'était une espèce de boucle extrêmement vertueuse de transparence. Vous connaissez Alan et Jean-Charles Samuelian qui revendiquent la transparence radicale. On a évoqué plein de choses. Cécile, parmi les gens que vous formez, que votre entreprise forme, évidemment, c'est des gens qui ont plutôt envie de changer de vie, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont aussi forcément envie de changer de boîte ? Est-ce qu'il y en a qui se disent, bah tiens, pour postuler à quelque chose, peut-être pour changer de métier, mais j'ai quand même envie de rester dans la même entreprise? Alors il y a de tout, bien entendu. En fait, il y a un phénomène démographique très fort qui est qu'aujourd'hui, les générations, et même, je suis sûre, parmi vous, on a changé 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois de métier. Et en fait, la Gen Z changera de métier à de nombreuses reprises. Ça, c'est une évidence. L'entreprise, elle aussi, va avoir besoin de changer ses métiers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les organisations se transforment tellement vite, elles sont tellement confrontées à une concurrence mondiale des talents, elles sont confrontées aux évolutions de l'IA, que les métiers à l'intérieur de l'entreprise vont changer eux-mêmes. Et donc là où ça se rejoint, c'est que la Gen Z, elle veut changer plusieurs fois de métier et l'entreprise va avoir besoin de changer plusieurs fois de métier. Donc bon, quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle là-dedans. À condition de réussir à faire coïncider tout ça et justement... Alors, parfois, ça ne coïncide pas. Et alors, ça peut être contre-intuitif, mais parfois, en tant que dirigeant d'entreprise, savoir proposer à l'intérieur de l'entreprise des formations qui mènent à des voies vers des métiers qui sont en dehors de l'entreprise sont un moyen très fort de fidéliser et d'attirer des jeunes et de les fidéliser. De savoir que l'entreprise va leur payer une formation pour devenir DJ, ça n'a peut-être aucun rapport, mais déjà c'est non mais Benoît ça, il était d'accord jusqu'au moment du DJ là. Non, mais, ou céramiste. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais il y a, parce que ça répond aussi, ça répond à plein de choses. Ça répond à la vie personnelle, vie professionnelle, parce que c'est de la passion et que parfois il faut savoir nourrir la passion de ses collaborateurs. Ça répond aux volontés d'aller se diriger vers un autre métier et ça répond peut-être, ne serait-ce que savoir former ses collaborateurs à la soft skills qui est l'agilité dans ses compétences. Si j'apprends à mon collaborateur qu'il est capable de devenir fleuriste, peut-être qu'il ne deviendra jamais fleuriste, mais peut-être que du coup, il va se dire que si je veux le faire passer de la comptabilité au marketing dans mon entreprise, parce que les besoins se transforment à l'intérieur d'un... Il sera capable de le faire. Il sera capable de le faire. Et ça, c'est quand même essentiel. Ça lève des freins. Anaïs, vous êtes plutôt dans la formation de futurs créateurs, créatrices d'entreprises, de gens qui veulent, en tout cas, essayer de... devenir freelance ou créer des boîtes plus grosses. C'est quoi leurs aspirations pour changer de vie? Parce qu'ils sortent pas juste de l'école. Ils ont déjà eu une vie, ils ou elles d'ailleurs, ont déjà eu une vie professionnelle avant. C'est quoi les profils et c'est quoi les aspirations? Alors c'est elles pour les 2 tiers. On a donc 2 tiers de femmes parmi nos créatrices et créateurs d'entreprises. C'est pour la majorité des primo-entrepreneuses. Donc c'est la première fois qu'elles sont dans une situation d'entrepreneuriat avec une moyenne d'âge de 36 ans, donc qui montre qu'on a une pyramide des âges plutôt bien représentée, avec depuis quelques années 20% de seniors, donc on voit apparaître dans nos salles de classe virtuelles. Et je dirais que la motivation à entreprendre, on observe dans nos études d'impact qu'elle varie selon l'âge. En moyenne, on va avoir des aspirations assez classiques, la recherche de sens, le fait d'être autonome, qu'on retrouve beaucoup chez les femmes notamment, et plutôt chez les hommes aussi. Simplement, chez les hommes, on va avoir un peu plus de motivation je dirais pragmatique que chez les femmes. C'est un peu étonnant, mais lorsqu'on leur demande, l'intérêt financier est assez faiblement mentionné chez les femmes, beaucoup plus chez les hommes, c'est la troisième motivation. Et en revanche, plus malheureusement on avance dans la pyramide d'âge, lorsqu'on regarde spécifiquement les seniors, on voit beaucoup plus d'entrepreneuriat subi que d'entrepreneuriat vraiment choisi. On a beaucoup de personnes qui, pas toutes, mais on a des personnes qui nous disent moi
moi, j'avais jamais prévu d'entreprendre. Simplement, j'ai été impliquée, victime, on prend le vocable qu'on veut, d'un plan social, et je n'ai pas retrouvé d'emploi. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être j'ai plutôt intérêt à trouver quelques clients plutôt qu'à trouver un employeur. Donc ça, c'est une population qu'on a, notamment chez les seniors qui se lancent dans les métiers du conseil en indépendant, mais pas forcément de façon choisie. Et vous avez eu la décence de ne pas dire à partir de quel âge vous considérez les gens comme des seniors, Alors, ce dans qui nous fait l'étude plaisir. d'impact, qui est indépendante de ma volonté, c'est au-dessus de 50 ans. Voilà. Je ne suis pas institut de sondage. Elle est identifiée à 56. Ouais. Rupture d'emploi. Dans tout ce qu'on est en train de raconter, comme le temps passe, j'aimerais bien qu'on parle justement de ces nouvelles formes. On a parlé de l'IA, on a vu qu'aujourd'hui on pouvait se former. Évidemment, on peut, alors peut-être pas devenir fleuriste, mais on peut apprendre à coder avec des. On peut devenir fleuriste aussi, avec Cécile. Non, j'ai dit parler d'IA, voilà. Mais on peut devenir fleuriste, on peut apprendre à coder avec YouTube, par exemple. Enfin bon, voilà. Et puis après, il y a des programmes de formation. Quelle est la différence aujourd'hui entre les programmes que vous proposez, qui sont cadrés avec des mentors, pas avec des mentors, etc., et moi qui me dis, bah tiens, demain je vais apprendre à coder, je vais aller chercher des tutos un peu partout, et puis je vais demander à ChatGPT aussi de me donner des cours. Alors, dans la dernière étude d'impact qu'on a effectuée il y a 2 mois, on s'est intéressé justement à la phase pré-formation, parce qu'effectivement, c'est un élément du discours assez récurrent qu'on entend. L'IA va-t-elle supprimer la formation au même titre que les MOOC allaient peut-être supprimer l'école, ou au même titre que Internet allait peut-être supprimer le rapport à l'éducation formalisé. C'est quand même un discours relativement récurrent. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a 85% des personnes qui viennent chez nous, qui ont essayé de se former seules avant et qui n'y sont juste pas parvenues, et elles viennent tout simplement chercher un cadre, le fait d'avoir une date de début, une date de fin, une structure, un rythme, quelqu'un en particulier chez nous, puisque toutes nos formations sont mentorées, c'est-à-dire qu'on va appairer l'entrepreneur avec quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est tout simple, mais on le fait à l'échelle, puisqu'on forme un peu plus de 10 000 personnes par an. Et le fait d'avoir cette personne qui, tous les lundis matins, va vous attendre pour voir comment vous avez progressé, c'est simple, mais c'est extrêmement différent de l'attitude totale que vous avez sur YouTube. Donc, en ce sens-là, je ne pense pas que les organismes de formation vont disparaître au profit d'un apprentissage complètement autonome et désintermédié. En tout cas, Internet ne l'a pas fait, les MOOC ne l'ont pas fait pour nous non plus, et on a en tout cas sur nos populations, donc principalement des femmes et principalement des personnes qui entreprennent pour la première fois avec déjà une carrière derrière elles, le besoin de cadre encore. Cécile, les programmes, quand ce sont des programmes en ligne, j'imagine qu'il y a une progression qui est déjà long. On reste dans un système franco-français dans lequel la compétence, le cadre, le titre, le diplôme a une valeur, et pas juste la connaissance. La connaissance a une valeur, et celle qu'on peut acquérir via les outils d'IA a une valeur, mais ce qui vaut quand même dans nos sociétés encore, ça tient, peut-être pas pour toujours, c'est l'obtention d'un titre. Et donc ce titre nécessite d'avoir un cadre en termes d'acquisition des compétences. On ne peut pas partir dans tous les sens et aller papillonner autour de centaines de connaissances, parce que c'est vrai que sur YouTube, comme vous l'évoquiez, on a très vite fait de dériver et d'aller vers des choses qui ne sont pas dans le cadre. Donc déjà, ça, c'est très important de savoir que c'est encadré, et qu'à la fin, quand même, il y a un tiers qui va attester des compétences acquises par le passage d'une certification. Et ça, aujourd'hui, c'est toujours un humain qui le fait. Alors, on pourra passer à de l'IA à un moment pour la certification, mais on en est encore très loin dans nos systèmes français. Et avec nos institutions, on est vraiment, vraiment à des centaines de kilomètres. Donc, pendant encore très longtemps, on va avoir un humain qui va attester de la compétence, et ça, c'est pas remplaçable aujourd'hui par l'IA. Et au-delà de ça, c'est ce que disait effectivement Anaïs, le fait d'avoir un mentor, un humain qui vous attend, qui vous encadre, c'est très important. Et il y a un effet un peu miroir de la reconnaissance, un peu quand on va chez le psy. Bon, il y a plein de gens qui disent si j'ai juste besoin de parler, je le fais face à mon mur et c'est pareil puisqu'il ne me parle pas. Non, en fait, le fait d'avoir un humain
qui a un effet miroir sur soi, comme une reconnaissance de sa compétence acquise, fondamentalement, psychologiquement, ça a un effet très important dans la confiance en soi qu'on va avoir pour ensuite exercer un métier dans lequel on va appliquer les compétences acquises. Et peut-être que le diplôme est aussi une forme de Graal à la fin à obtenir. C'est aussi un peu... Ça ne change pas et c'est pas prêt de changer. Voilà, et c'est un peu la carotte Benoît Serre. Juste avant de prendre les questions des personnes qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Là, on parle de gens donc, qui vont peut-être envie de changer de vie, etc. Comment on appréhende ça vous qui vice-présidez de la NDRH, vous avez une vision globale, comment on apprend ça dans l'entreprise? C'est-à-dire qu'à la fin, dans l'entreprise, on n'a pas forcément un diplôme. Moi, j'ai suivi une formation. Alors si j'ai fait un truc de secourisme, oui, on me donne un brevet, mais il n'y a pas forcément un diplôme à la fin qui reconnaît mes compétences et donc qui me donne accès à autre chose. C'est... Le rapport de la France avec les diplômes. Ah mais je suis le premier à les critiquer parce que je n'en ai pas. J'ai vécu 6 ans en Russie, à Moscou. Et j'avais en charge différents pays, et donc je m'étais occupé de la situation des DRH de pays émergents. Sincèrement, moi je suis... Enfin, cette histoire de diplôme, c'est une maladie en fait. Hein. Je veux dire, moi un jour, c'est une anecdote très illustrative de la question. Je dis pas que votre question est pas bonne, hein, mais... Non mais je vous en prie, ne répondez pas surtout. Si vous avez des trucs mieux à dire, je vous en prie, faites comme chez vous. Un jour, un chasseur de tête, une catégorie que j'apprécie modérément, m'appelle et me dit: j'ai trouvé un super candidat pour toi. Il a 52 ans, il a fait HEC. Je dis: et ben, il est super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a fait entre HEC et 52 ans, en fait. Je me fous qu'il ait fait HEC. C'est ça le problème. Il y a une espèce de maladie française, alors, elle s'explique historiquement, mais maladie française sur le diplôme. Je pense. Alors, je peux juste vous raconter une anecdote qui recoupe ça. J'ai changé de vie, moi j'ai changé de métier, et un jour il y a une grande boîte qui me chasse pour me recruter. Je me retrouve devant les RH et on me dit: avec vos diplômes, vous pouvez pas être cadre chez vous. Oui, j'avais 25 ans d'expérience professionnelle. Donc voilà, la France. Je suis sorti. Hein, il y a deux pays au monde, il y a la France et le Japon qui ont une espèce de relation passionnelle avec le diplôme. Voilà. Bon, c'est comme ça. Non mais la reconnaissance au sein de la boîte. Justement, en attendant, moi je pense qu'il y a une chose, d'ailleurs il y a des projets en ce moment qui sont assez intéressants, quelque chose qui est mal né mais qui doit pouvoir évoluer, qui là a de la valeur, c'est tous les dispositifs de VAE. Je pense que ça c'est vraiment extrêmement puissant parce que c'est une valorisation de ce que les gens ont fait. Et vous pouvez avoir loupé le début de votre vie d'étudiant ou d'étudiante et puis le réussir. Donc ça, je pense que ça c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je pousse beaucoup la mise en place des dispositifs VAE spécifiques pour des seniors, de manière à ce qu'il y ait une reconnaissance du travail qu'ils ont fait. Donc ça joue. Le deuxième aspect, c'est, je crois que, et d'ailleurs on voit apparaître une vraie modernisation en ce moment de ce qu'on appelle les universités d'entreprise ou les instituts, machin, qui sont en train de s'autonomiser en fait. Qui sont en train de s'autonomiser, qui sont en train de générer. Alors évidemment, c'est pas tamponné au RNCP, c'est pas tamponné à l'administration. Ce sont les diplômes en France. L'un des problèmes, c'est que une fois que vous avez déposé votre truc, vous avez le tampon de l'État. Moi, je préside une école de commerce en parallèle de mes activités. Vous déposez votre machin, vous êtes tamponné à CSB, tous ces trucs-là, là. Et l'État vous dit: paf, je vise votre diplôme avec l'État, mais vous ne touchez plus à rien pendant 5 ans. Hein. Et 5 ans dans une entreprise, c'est le bout du monde en termes de compétences. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je pense que la valeur de la reconnaissance interne, qu'on commence à voir apparaître des espèces de diplômes un peu bizarres qui mélangent des UV d'université ou plus exactement d'école et des UV d'entreprise. Tout ça va dans le bon sens parce que ça crée du diplôme, la certification, de la reconnaissance, tout ce que vous évoquez, mais connecté à la réalité, pas un espèce de machin hors sol. Donc je pense que ça avance bien de ce côté-là, mais c'est important de reconnaître. Mais il faut que la reconnaissance ait un sens pour aller vers quelque chose. On dit, si on reconnaît aux gens en disant: bravo, serre la main, vous avez un petit diplôme, une certification, un coup de tampon avec la signature du directeur général qui a été photocopié, et qu'il ne se passe rien, ça dévalorise l'effort qui a été fait par les gens. Et c'est peut-être là où la question que vous posez sur les DRH, elle est la plus difficile. C'est-à-dire que reconnaître, c'est facile, c'est pas le plus compliqué à mettre en œuvre. Maintenant, savoir en tirer les conséquences dans l'organisation, pas forcément en faisant monter les gens, mais ça peut être en évolution horizontale, ça peut être sur pas mal de choses, c'est très important. Moi, on essaye toujours de s'attacher, on n'y arrive pas toujours, bien loin de là, à faire en sorte qu'une certification, un diplôme, quelle que soit le nom qu'on lui donne, ait un impact, mais pas uniquement sur la question de la rémunération. Parce que les syndicats, ils nous disent: ah ouais, mais d'accord, mais il faut le passer AM05, cadre, niveau machin, bon.
Oui, si vous voulez, mais c'est pas tellement la question. Parce qu'en fait, quand il vous dit ça, après, il faut passer tout le monde, il faut augmenter tout le monde avec la directive transport, c'est salaire. Donc, mais en revanche, je crois que c'est très important que si jamais on dit aux gens, bah, tu peux te faire ceci, cela, et qu'il ne se passe rien, il y a mensonge sur la marchandise. Voilà. Il faut que ça accompagne un mouvement d'évolution d'entreprise qui n'est pas forcément vertical. Hein. Et d'ailleurs, la question de la hiérarchisation a posé des problèmes, mais voilà, je pense que le vrai sujet... C'est Cécile avec le comptable qui va passer au marketing. Après, voilà. vous avez après des gens qui vous disent qu'ils veulent aller faire autre chose que la métier que l'entreprise ne fait pas. Vous êtes toutes les deux bien trop jeunes pour avoir connu le DIF, mais le DIF, quand il avait été mis en place, c'était un petit peu bizarre parce qu'on était censé financer des formations qui n'avaient rien à voir avec ce que l'entreprise faisait. C'était un peu débile comme truc, quoi. Donc, en revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'avec l'offre, qu'elle soit YouTube ou autre, peu importe, aujourd'hui, quelqu'un qui veut se former en dehors de l'entreprise à un sujet qui n'est pas celui de l'entreprise a toute la liberté de le faire. Par contre, s'il arrive en disant, bah voilà, moi je me suis formé à un truc qui n'a rien à voir, et donc j'attends de vous que vous me mettiez quelque part, alors là, la réponse est non. Ouais. Je lui dis, alors, 1, vous ne m'avez pas prévenu, 2, je vous félicite, mais 3, le métier n'existe pas, donc il va falloir que vous alliez le faire à l'extérieur, par contre. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus transférer trop de responsabilités, si c'est une espèce de tendance depuis 10 ans de tout refourguer à l'entreprise, bon, il y a une limite à tout. En revanche, quelquefois, on observe, moi ça m'est arrivé, notamment chez L'Oréal, des gens qui viennent vous voir, ils vous disent, voilà, en parallèle, je me suis formé à ça, marketing luxe, je sais pas quoi, et maintenant je veux passer au luxe. Là, le job de l'entreprise, c'est dire, bah ok, on n'était pas au courant, bon ok, on va essayer de faire en sorte que. La prochaine fois, tu es gentil de nous prévenir. Bon, on gagnera du temps, parce qu'on pourra anticiper. Mais c'était aussi une manière de dire, vous me l'avez pas proposé, j'ai été me le faire moi-même. Et ça, c'est un truc à intégrer. Et comme quoi, c'est quand même un outil de fidélisation pour reboucler la boucle. Il nous reste 5 minutes pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à tout ce qu'on a raconté? Mademoiselle, attendez. On va... Hop. Madame. J'ai une question pour Madame Préto. Vous avez dit que 2/3 de votre public était féminin. Est-ce que vous savez si c'est parce qu'il y a plus de femmes qui entreprennent ou est-ce que c'est parce qu'elles ont un rapport différent avec la formation ? C'est une très bonne question. Non, il y a 1/3 de femmes parmi les créateurs et créatrices d'entreprises. En revanche, il y a effectivement plus de femmes structurellement qui se forment dans les organismes de formation, quelle que soit la discipline. Les femmes ont tendance à être majoritaires au global, dans les organismes de formation, en tout cas en ligne. Avec 80%, tu vois, en ligne. Et je pense que le fait d'avoir beaucoup de femmes est plus lié peut-être d'ailleurs à la modalité distancielle de nos formations que véritablement à la création d'entreprises. Et puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Brice Teinturé, c'est quoi? C'est l'équilibre vie pro, vie perso aussi qui est recherché, la possibilité de pouvoir le faire quand elles veulent Dans l'entrepreneuriat, pas spécifiquement. En revanche, dans l'accès à la formation... Oui, c'était sur l'accès à la formation, la question. Bah, ouais. C'est en fait l'accessibilité, tout simplement. On a, nous, un peu plus de 20%, ce qui est plus que la moyenne de la population de mères célibataires parmi nos salles de classe. Ça, c'est un persona qu'on retrouve beaucoup plus que dans des organismes de formation en présentiel. C'est un peu une tarte à la crème de le dire, mais malheureusement, c'est pas hyper simple lorsqu'on est mère célibataire de se former, tout simplement. Et le distanciel est un levier d'accessibilité. Donc je pense que c'est plus lié à ça. Après, lorsqu'on regarde spécifiquement les femmes entrepreneurs, on remarque qu'il peut y avoir une tendance à peut-être à la surformation, qui, je pense, c'est un point de vue très personnel, et vous avez dit des choses qui ne vous attirent pas des amis, moi aussi je vais le dire. Je pense qu'il peut y avoir malheureusement un effet rebond non désirable de certaines politiques pro-entrepreneuriat féminin qui ont tendance à essentialiser, à mon sens, les femmes en mettant vraiment beaucoup en avant le fait que ça va être beaucoup plus compliqué, qu'elles n'auront pas accès au financement, que c'est beaucoup, beaucoup plus dur, etc. Et je constate dans nos cohortes d'entrepreneuses que ça peut avoir un effet à au ralentissement du passage à l'action, parce qu'elles se disent oh, mon Dieu, ça va être beaucoup plus dur pour moi, donc je vais me former 14 fois plus que les hommes pour pouvoir me lancer. Or, la meilleure façon de lutter contre le prétendu syndrome de l'imposteur, c'est précisément de faire des choses. Et je constate parfois ce side effect qui est regrettable, des personnes qui en sont à leur 47e programme d'incubation, à leur 18e programme de formation, ce qu'on voit beaucoup moins chez les hommes. Et c'est vrai pour peut-être le reste. Est-ce qu'il y a une autre question? Non?
Il me reste à vous remercier, Anaïs Préto, Cécile Hazan, Benoît Serre, merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être venus, et je crois qu'il y a quelques rafraîchissements qui vous attendent juste derrière. Merci beaucoup.